Et salut YouTube! On est là pour parler cette fois-ci de cancel culture, encore une fois. Et oui, c'est un sujet de prédilection sur cette chaîne. Alors je préviens, je suis pas tout à fait, je suis qu'à moitié dans mon corps. D'accord YouTube, parce que je viens d'annoncer à tout le chat que j'étais tata. Donc je vous l'annonce aussi à vous, voilà. Je suis tata depuis pas longtemps. Ce qui me rend particulièrement heureuse. Donc c'est compliqué de se concentrer. Parce que dès que je pense à autre chose, je suis heureuse. D'accord, ce qui n'est pas usuel. Et là, du coup, on va parler quand même de cancel parce que j'ai regardé la vidéo en avance et j'ai plein de trucs à dire. Donc, on va se concentrer un petit peu sur Adam Bros, qui, je le rappelle, n'est pas tout à fait un camarade. Voilà, enfin, Bref, on va regarder la vidéo, ce sera plus simple. Qui nous parle donc de cette fameuse question du cancel. C'est parti, tout le monde. C'est parti pour s'énerver un peu. Les accusations détruisent les carrières. Depuis des années, non. L'expression de cancel culture a inondé. Vous allez voir, en vrai, il est un peu d'accord avec ça, mais c'est quand même un mauvais avis. Le débat public. Chaque témoignage d'un écart d'une célébrité signifierait la fin de sa carrière. A l'inverse, certains militants avancent que tout ceci relève du fantasme. Et alors, bon, chaque fois je m'arrête là-dessus, mais vraiment, j'en peux plus de son décor. Hein. C'est vraiment le blueprint du normie, je suis désolé tout le monde. Cette accusation n'aurait qu'un impact négligeable sur les personnalités pointées du doigt qui pourraient continuer leur vie comme si de rien n'était. J'ai donc voulu y voir plus clair et je me suis plongé dans ces histoires en étudiant leurs conséquences. Et à la fin, vous le verrez, la réponse est plus inconfortable qu'on pourrait le penser. Alors, avant de commencer, il faut savoir que cette vidéo fait suite Normie maxing, ouais, c'est du normie farming. À une première vidéo sur regardez-moi, j'ai un poster de Hawkeye, je suis normal. L'existence ou non de la cancel culture que j'avais faite il y a 3 ans. Ah oui, c'était déjà bien de la merde, soit dit en passant. Conclué qu'il était... Alors attends, je précise que d'habitude je l'aime bien, Adam. J'ai rien spécialement contre lui, hein. Je trouve que c'est un angle qui est toujours très libéral, très capitaliste dans ses vidéos, mais bon, le ref est pas formé spécialement, tu vois, je lui en veux pas. Par contre, quand il aborde des sujets de féminisme et qui rate la quasi-totalité du fond du sujet, ça m'énerve. J'avoue que ça m'énerve. Indéniable pour moi qu'il y avait une culture du cancel qui s'était développée et que bien souvent ce qui rendait ou non effectif un cancel, c'était plutôt le soutien de l'institution ou d'une partie tierce dans l'affaire. Mais bon, ça, on y reviendra. Je tiens aussi à être au maximum transparent et pour cette raison... Non mais genre vraiment les gens vous voyez pas parce que je suis devant, mais il a des pops ou blisters. Là. Je peux pas ne pas juger ça en fait. Je vous partagerai à la fin de la vidéo mon point de vue sur le sujet, sur cette fameuse question de la cancel culture. Vous verrez de toute manière, la vidéo a pas pour but de défendre cette vision, mais je préfère vous prévenir des potentiels biais que j'ai et qui pourraient donc en découler, et ça m'évitera surtout les procès d'intention. L'objectif aujourd'hui est pas de définir ce qui est bien ou mal, ou même si un tel est coupable ou pas. En vérité, je suis même moins là pour juger les célébrités que pour nous juger nous-mêmes. Toutes les personnes dont je parle... Et ça c'est un angle qui m'intéresse, parce que moi j'en parle beaucoup de ça, quand on parle de justice alternative, de, comment dire, du rôle de la masse. Sont évidemment présumées innocentes, à moins que je précise une condamnation. Le but est vraiment de se plonger véritablement dans la mécanique de la cancel culture et particulièrement les conséquences des accusations de VSS. Si vous voulez, j'ai fait un tableur qui est accessible publiquement. Oh, attendez, j'ai pas regardé ça m'intéresse. Puis moi, il y a une Google Sheet, comment ne pas cliquer dessus, j'ai envie de dire. Alors, c'est super moche. Déjà, attendez, comment je copie ça pour faire un truc plus clair? C'est pas possible. Non, désolé tout le monde, j'ai des limites en fait vis-à-vis de la lisibilité des tableaux. Il y a des choses que je peux pas supporter en fait. Hop, voilà, c'est déjà beaucoup plus clair. Donc, on a qui? On a l'homme pâle, accusation d'agression sexuelle. Bon, Théodora, c'est vraiment très très mystérieux pour le moment quand même ces histoires. Ronaldo pour Norman pour détournement de mineurs, Niska pour violence conjugale, Pierre Cross, harcèlement sexuel et détournement de mineurs. Il est bien son tableau en fait. Attendez, en vrai, ouais, ça m'intéresse. Il y a pas moyen de faire des petits camemberts avec ça. Indice d'exposition de la crise, indice de soutien institutionnel, indice de succès post-accusation. Ah ouais, attendez, en vrai, c'est un peu intéressant. Ouais, écoutez, Johnny Depp, c'est quoi ça? Nombre de victimes présumées, 10 pour Norman, putain c'est vraiment un porc. Pierre Cross 2, 1. Ouais, en vrai, il y a moyen de faire des petites stats. Hein. Attendez, qui c'est qui reste? On va faire un petit tour quand même. Hein. Donc Johnny Depp, agression sexuelle et violence conjugale. Nekfeu, agression sexuelle, viol et violence conjugale. J.K. Rowling, transphobie. Kanye West, antisémitisme, racisme, complotisme et agression sexuelle. Nazisme, détournement de... Bon bref. Léo Grasset, agression sexuelle et harcèlement. Il y avait du... pour Léo Grasset, genre stop, invisibiliser ça au bout d'un moment.
Experiment Boy, corruption de mineurs, mais vol aussi au passage. James Franco, harcèlement sexuel. Erza Miller, tout. Désolé. Mélanie Martinez, viol. Michael Jackson, viol détournement de mineurs. Antoine Daniel, harcèlement sexuel. Attendez, il n'y a pas aussi des accusations de pointeurs par rapport... Bon, bref. Guillaume Play, harcèlement sexuel, harcèlement au travail et agression sexuelle. Oui, ça c'est un peu connu qu'il harcèle les gens au travail et qui touche les gens. Avec toutes les sources. Et en vrai, il est pas mal son tableau. Il est un peu court, hein. Je trouve que il y a largement plus de 18 personnalités cancel en France, hein, tout le monde. Bon, tu vois-t-il que de toute façon, je l'ai copié-collé, donc je vais pouvoir le remplir moi-même. Je sais pas trop comment il a jugé l'indice d'exposition de la crise, l'indice de soutien institutionnel. J'avais donné des petites notes par rapport à ça, j'avoue. Mais il y en a pas, donc tant pis. Puis après, il a mis des stratégies. Ça, pareil, peut-être on aurait des trucs à dire aussi par rapport à ça. Non, j'ai vu ta version de LH, tu parles de formation pour le militantisme. Mais écoute, je connais pas toutes les formations de tête et où est-ce qu'il faut aller les chercher, surtout que ça dépend beaucoup de où tu te trouves. Mais si tu cherches des formations politiques, il y en a beaucoup à l'OST, par exemple, l'Organe Solidarité de France. Bref. Ça pour dire, très bon tableau. On pourra le remplir nous-mêmes plus tard. Et qui recense les affaires qui me serviront d'exemple dans la vidéo. J'y ai ajouté les éléments et les critères. Je me demande qui c'est qu'on pourrait rajouter dans ce tableau. Je sais pas, j'ai personne qui me vient comme ça, tu vois. Genre, de mémoire. Pour dégager des tendances et être Y'a pas Bertrand Cantat? Non, mais il manque plein de gens. capable de trancher si oui Il manque aussi des gens comme. Comment il s'appelle? Depardieu. ou non les accusations détruisent des carrières. Vous savez comment j'ai rendu ce tableau plus beau en quelques secondes? Je suis une experte en Google Sheet, d'accord? Vous y trouverez la nature des accusations, Y a pas d'exemple. Non, mais il voulait pas un truc exhaustif à anyway. Y a pas Femtogo. Bah oui, je vous ai dit, il en manque plein, tout le monde. un indice de popularité à Et en vrai, il faut attendre un peu. Genre, j'ai l'impression qu'il faut attendre 2-3 ans pour voir certains trucs. Genre, l'indice de succès post-accusation, c'est compliqué à dire là, aujourd'hui, tout de suite, pour Femtogo, pour Dany, pour des gens comme ça. après les accusations, Caris, il a accusé de trucs. Ah ouais. À part juste quelques lines homophobes, je savais pas. mais aussi les sources qui résument ce qui est reproché à chaque célébrité, ainsi qu'une source pour avoir son droit de réponse. Parce que malheureusement dans cette vidéo, j'aurai pas le temps de m'épancher sur chaque cas et sur les faits. Bref, je vous propose de commencer par étudier comment la nature du contrat de confiance qui nous lie aux célébrités concernées influe sur les retombées des accusations. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on observe une grosse disparité selon les secteurs d'activité. C'est peut-être juste le début. Ah, Les artistes, il a frappé sa femme. Ah, je savais pas, ça fait chier. les créateurs de contenu ou d'autres types de célébrités ne voient pas leur carrière En vrai, c'est bon, moi je mixe plus que des remixes, y a plus d'oseille qui va dans leur poche. affectée de la même manière. Par exemple, un domaine dont on parle jamais sur la chaîne, le football. Dans le monde du foot, les accusations détruisent pas les carrières, hors rares exceptions. Des immenses stars comme Ronaldo ou plus récemment Mbappé ont été accusés de VSS, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur leur carrière sportive, y compris même d'ailleurs vis-à-vis des sponsors qui semblent pas les avoir lâchés à cette occasion. Alors, on pourrait rétorquer qu'aucun d'eux n'a été condamné, et c'est vrai. Mais dernièrement, Mason Greenwood, l'attaquant qui joue à l'Olympique de Marseille, et qui pour le coup a commis des VSS de manière avérée, peut continuer à jouer normalement. Certes, sa carrière a été freinée par rapport à son potentiel, mais bon, il joue quand même dans un club de haut niveau. Ça rejoint en un sens ce que je disais en conclusion de ma vidéo précédente. Souvent, c'est ni le public, ni le comportement de la célébrité qui décide vraiment si le cancel est effectif, mais une Ronaldo, ça fait des années, il y a même des preuves, mais il vit tranquille. Ouais. entité tierce, le plus fréquemment une institution. En l'occurrence, le monde du foot protège les stars du cancel parce qu'elles représentent des actifs financiers purs. Et ça, je suis moi d'accord. Un club Bah, c'est vrai et en même temps, pas totalement. qui décide Parce que c'est pas si différent que ça, la différence entre les footballeurs et d'autres gens, genre des gens qui chantent, tu vois. de licencier un joueur pour des accusations, c'est des millions d'euros de pertes à cette échelle. Le calcul est donc même plus d'ordre économique. Avant Ça, c'est vrai pour les chanteurs aussi, hein. de cancel Ronaldo, le club regarde sûrement moins la cohérence des accusations que les conséquences sportives et donc économiques de ce choix. Une étude super intéressante. Et moi, je trouve que, voilà, genre, tout résumé exclusivement à la dimension économique pour expliquer pourquoi est-ce que les footballeurs se font pas cancel, c'est un peu passer à côté d'une partie du sujet. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est partiellement vrai. En effet, genre, plus quelqu'un est important financièrement, plus il pèse aux yeux d'un patron, plus ce patron qui possède un pouvoir évident sur sa capacité à rester en place, va le laisser en place. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on peut prendre le cas Canteloup, par exemple, ou ce genre de mec. Qui sont vachement exposés, où on sait depuis des années, mais qui sont protégés par leur hiérarchie parce que
ils font des stats. Mais je trouve que c'est pas suffisant quand même pour expliquer dans le football. Genre, je veux dire, dans le football, les footballeurs, c'est même pas, genre, il y a même pas vraiment de sujet, quoi. C'est-à-dire que c'est à peine mis sur la table. Et je pense que c'est autant lié justement à cette question d'actifs économiques, etc., qu'au fait que le football, ça soit quand même un petit peu, avec tout le respect, hein, un milieu très masculin. Hein. C'est quand même un gros truc de boys club. Hein. J'ai pas envie de, enfin, sans vouloir rentrer dans le cliché, ça reste un peu réel. Et merci Arrêt sur Image pour le raid. Genre, c'est hyper surprenant, ça me fait grave plaisir. Installez-vous confortablement, tout le monde. Bienvenue les gens de chez Arrêt sur Image. Attendez, je vais faire une petite pause dans la cadence. Et donc, moi, j'expliquais entre autres que si les footballeurs sont protégés, d'après moi, c'est aussi parce que tu peux pas négliger l'aspect patriarcal qu'il y a à l'intérieur du football, pour le coup. Enfin, il est pas imitateur, Morandini, mais j'en sais rien. Oui, j'ai dit Cotelou, je voulais dire Morandini, désolé pour la capsule. Je vous l'ai dit, je les confonds tous ces gens-là, ils m'intéressent pas beaucoup, pour être parfaitement honnête. C'est tous plus ou moins des gens qui m'intéressent très peu, je vais pas mentir. Anyway, ça pour dire, pour moi, on peut pas négliger l'aspect, genre, c'est quand même un milieu d'hommes où il y a quasiment que des mecs et que dans ces conditions-là, bah en fait, c'est un peu compliqué de faire, enfin, comment dire, que les agressions sexuelles, elles ont des conséquences. C'est un petit peu comme, en vrai de vrai, pas mal de ce qui s'est passé à Hollywood aussi, où bah Hollywood, c'était quand même pas mal un boys club. Genre, si on regarde un petit peu tout ce qu'il y avait derrière Harvey Weinstein, si on se rappelle un petit peu de ce qui se passait à l'époque, ben concrètement, autour de cette histoire, il y avait pas seulement Harvey Weinstein, c'était tout un système qui s'était mis en place pour protéger ce mec, mais pas que ce mec. Enfin, je veux dire, genre, j'ai rien contre Tarantino, et y a rien qui est, a priori, je crois, sorti pour le moment sur sa gueule, mais le mec traîne qu'avec des violeurs. Et si vous regardez un petit peu toute l'ambiance qu'il y avait autour de Grindhouse, des trucs autour des Weinstein Brothers et toute cette ambiance-là, c'était pas juste un mec dégueulasse qui faisait le gros porc. Hein. Pour le coup, c'était vraiment tout un système qui s'était mis en place pour protéger des porcs qui étaient tous entre eux, qui s'appelle Orio, de boys club. Et je pense qu'on peut pas négliger cette analyse-là quand on parle des footballeurs et quand on parle de pourquoi est-ce que les footballeurs sont autant protégés. Du chercheur Craig Smith, sorti en 1990, démontrait que les boycotts avaient plus de chances de voir le jour si des substituts étaient disponibles et que les consommateurs pouvaient avoir un produit similaire sans trop de contraintes et de moins-value. Et voilà, moi c'est ça qui m'énerve. C'est que là, du coup, il a une analyse entièrement marketing. En mode oui, en fait c'est l'offre et la demande, pour que les gens soient cancel, en fait il faut proposer une offre alternative à la demande. Genre, il faut prendre en compte, je suis désolé, il faut prendre en compte le contexte, et qui sont les clients aussi de ce truc là. Je veux dire, il y a aussi des notions où en fait plus le public il est féminisé, plus le boycott peut fonctionner. Après, je rappelle encore une fois que ici on défend pas bec et ongle le boycott. Hein. C'est-à-dire que pour nous, la question du cancel, elle doit être dépassée. On essaie de réfléchir la justice, sans le punitivisme, mais à des moments, on n'a pas tant le choix. Et là, c'est de ça qu'on parle. Or, un joueur de foot de ce calibre, c'est impossible à remplacer pour un club ou alors à des coûts faramineux. Et pour moi, on assiste à un phénomène un peu similaire dans le rap avec par exemple Niska, qui est accusé quand même d'avoir battu Aya Nakamura. Donc en plus, une autre figure publique, on pourrait se dire que ça fait encore plus de bruit. Mais là encore, ça n'a pas trop eu d'impact sur sa carrière. Et en fait, dans les deux cas, l'institution les protège parce que leur valeur économique est décorrélée de leur vertu. Pour dire ça plus simplement, un but de Ronaldo ou un couplet de Niska, ça a la... Et voilà, moi c'est un peu cette analyse-là qui me dérange. Genre... c'est pas qu'une question de vertu, genre c'est pas qu'une question de valeur commerciale en fait. Il faut prendre en compte, je sais pas moi, le patriarcat. La même efficacité avant et après l'accusation. En fait, leur carrière s'effondre pas parce que le service rendu au public reste intact et que l'environnement autour d'eux ne les condamne pas. À l'inverse, c'est plus difficile pour les influenceurs qui vendent de la confiance. L'accusation devient d'un seul coup une corruption du produit. Il passe à côté de plein de trucs, ouais. Et vous allez voir, la conclusion est encore plus cata. Lui-même. Parce que si le produit c'est être quelqu'un de bien ou sympa, l'accusation, elle vient tout détruire. Quand on regarde une vidéo de Norman et qu'on pense aux accusations, la relation transparasociale, elle s'effondre. Parce qu'on se rend compte de l'écart entre la personne qu'il est potentiellement et ce qui est montré à l'écran. Donc, on voit bien que le secteur et même la nature du contrat tacite entre... Ça, je peux peut-être le rejoindre un petit peu là-dessus. Genre, sur le fait que je pense qu'on a plus de parasocial avec un YouTuber qu'avec un footballeur. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la distance, elle est plus ténue entre ces deux catégories-là. Mais je pense que de faire reposer l'intégralité de l'analyse sur ça ne marche pas. Il y a des gens, genre, je sais pas moi, Sardoche au hasard, qui ont été accusés de trucs assez graves,
et qui ont gardé leur communauté malgré l'aspect extrêmement parasocial. Juste qu'il avait une communauté de mascus qui de base croient pas les victimes, donc il a pu continuer tranquille. Même si en vrai il s'est quand même fait boycotter par le reste du stream game qui lui en l'occurrence est quand même pas mal plus woke. L'audience et la personnalité va influer sur le cancel. Donc c'est une vraie première piste de réponse. Mais évidemment, ça serait simpliste de dire que ça suffit à tout expliquer. Pour preuve, au sein même de chaque secteur, on observe des disparités qui peuvent aussi s'expliquer pour moi par la psychologie de l'audience concernée. Effectivement, il faut regarder l'environnement, mais également les conditions de réception. La question de l'éducation du public sur ces sujets compte alors énormément. Par exemple, pour Théodora, il aura suffi de rumeurs assez floues. On parle d'un TikTok qui ne la nomme même pas directement. Et Oui, non, c'est vraiment hyper flou. certains appelaient pourtant déjà au boycott. De même pour Antoine Daniel, qui Genre des gens eux-mêmes cancel par hasard. s'est retrouvé renié très rapidement par une partie de son audience sans que des accusations de VSS ne soient formulées explicitement. Tout simplement parce que ce sont des personnalités engagées sur ces sujets. Leur public attend donc d'eux de l'exemplarité, mais est aussi beaucoup plus attentif à ces enjeux. Et donc pas forcément plus intransigeant. Le moindre Il fait beaucoup de détours pour pas dire que c'est des gauchistes. Hein. écart ne sera pas toléré, y compris sur des cibles assez jeunes. Une étude de Forbes qui est sortie en 2022 expliquait que la moitié des participants issus de la Gen Z avaient le sentiment que les marques et les individus parfois méritaient effectivement d'être cancel. Et je pense pas trop m'avancer en disant qu'une étude menée sur une population Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est toujours se poser la question des individus au lieu d'essayer d'avoir un truc un peu plus large. Et c'est pour ça qu'il rate beaucoup de choses, je trouve. Hein. Genre, par exemple, dans son analyse autour du football, parce qu'il se pose la question que par rapport à l'individu, en fait. plus âgée n'aurait sûrement pas donné les mêmes résultats. Pour moi, il y a aussi une disparité dans le genre. Quand on parlait de foot Est-ce qu'on va mentionner le fait que Théodora soit une femme noire? Non, non. ou de Niska dans le rap, c'est un public majoritairement masculin, qui je pense est malheureusement moins engagé sur ces thématiques. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Peut-être qu'une partie du public masculin voit dans le cancel Oh ouais, j'ai été mauvaise langue, il le dit maintenant, pardon. une forme de menace systémique pour eux-mêmes, ce qui crée une empathie réflexe pour l'accusé. Puis Ah, ça par contre, c'est un peu intéressant. Genre, c'est un peu réel que ça fait partie des dynamiques, mais justement des dynamiques un peu qui sont dans les boys clubs. Genre, et pas que dans les boys clubs, mais chez beaucoup d'hommes, hein, quand on parle de solidarité masculine, c'est pas pour dire que les copains, ils sont tous tout le temps ensemble et qu'ils aiment bien, genre, être un plein d'hommes pour pouvoir jeter des gros rochers dans la mer tous ensemble. Non. Genre, quand on parle de solidarité masculine, c'est plus pour parler de ça, justement. C'est pour parler du fait que beaucoup d'hommes vont défendre des agresseurs par peur d'eux-mêmes se retrouver dans cette même situation. Parce que parfois, ils ont les pompes pas hyper propres eux-mêmes, ou juste, ils savent très bien que c'est des comportements que eux-mêmes, ils auraient pu avoir. Et c'est surtout de là, en fait, que vient cette espèce de solidarité qui existe entre plein d'hommes qui pourtant se connaissent pas, tu vois, mais qui vont, de base, être du côté de l'agresseur quand ils vont entendre parler d'une histoire de ce type-là. Parce que, en fait, même, ils sont pas toujours hyper clean. C'est une dimension quand même importante de pourquoi est-ce qu'il y a autant de solidarité masculine. que les victimes présumées sont quasi exclusivement des femmes et les agresseurs potentiels des hommes, les hommes se mettent plus facilement dans la peau d'une personne accusée à tort que d'une victime. Ils ont aussi moins de chances d'avoir été eux-mêmes victimes. Enfin, sur la psychologie, il y a aussi un aspect à prendre en compte, c'est à quel Non, en vrai, j'ai été mauvaise langue. Pardon, je me rappelais plus qui disait ça dans la vidéo. Autant pour moi, j'ai été mauvaise langue au début. Je m'excuse. point le public est captif. On voit ça avec J.K. Rowling, même si c'est pas des accusations de VSS, mais de soutien à la transphobie par le biais de l'argent d'Harry Potter. Et aussi le cas de Kanye West par exemple. Le public est captif et nostalgique. Il associe ses œuvres à des bons souvenirs qu'il refuse d'abandonner même en étant en désaccord. L'étude I Love You But I Have Got to Cancel You montre que décommander une célébrité, c'est pas un acte gratuit. En fait, ça représente même une perte émotionnelle réelle pour le fan. Et ça, en vrai de vrai, pareil, on en a pas mal parlé. On en a déjà parlé à l'époque de Femtogo, si ça vous dit rien. J'ai une capsule du coup qui est sortie sur ma chaîne qui parle de ça précisément, où pour le coup j'ai pas mal expliqué pour moi c'est quoi le genre de posture qu'il faut avoir dans ces situations-là. Parce que du coup ici on était quand même très 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 fan du boug, hein. Et plus la relation parasociale est forte, plus le public va lutter contre l'accusation pour s'éviter une détresse psychologique. Et du coup, on va voir des stratégies de défense se mettre en place. Ça a un nom, ça s'appelle le désengagement moral, et ça a été identifié notamment par le psychologue Albert Bandura. En fait, mais moi, genre, j'aime pas trop les explications purement psychologiques, bizarres. Moi, je préfère plutôt porter la question du discours sur le fait que on en demande trop aux individus, en vrai de vrai. Genre, on en demande beaucoup trop aux individus
tout en étant un mensonge. Genre, on dit aux gens qu'il faut, pour des raisons morales bizarres, cancel des trucs, arrêter d'écouter des œuvres, arrêter de consommer tel ou tel truc. On leur demande à eux de faire un effort pour un truc qui, de toute façon, ne marche même pas. Encore une fois, les carrières détruites, bon, vite fait quand même. Et c'est de tout le temps faire reposer la charge de ce truc-là sur les individus qui devraient, en leur bonne âme et conscience, faire cet effort individuel de cancel, qui est en soi pour moi plutôt un problème. Genre, il faut sortir de cette idée-là, d'en faire l'alpha et l'oméga de ta politique culturelle, de dire juste est-ce que je boycotte ou pas, quoi. Enfin, encore une fois, je veux dire, moi j'ai été hyper fan de plein de gens qui sont hyper cancel. J'en ferai pas la promotion, tu vois. Genre, j'ai pas commencé à vous dire d'aller streamer Life of Pablo de Kanye West, même si c'est un de mes albums préférés ever. Mais genre, c'est pas pour autant que mon boycott de Life of Pablo, en vrai de vrai, va mettre fin à la carrière de Kanye West. Et même si j'appelle tout le monde, tous les fans, et puis encore il n'y a pas tant de fans que ça de ce mec en vrai en France, mais bref, c'est encore un autre problème. Il y a Adèle qui est en pétage de plomb derrière. Bref, ça pour dire, allez voir ma cassette sur Femtogo pour plus de détails par rapport à ça, sur comment est-ce qu'on avance dans ces questions-là, surtout par rapport, parce que c'est quand même important, comment est-ce que nous on se sent, mais moi ce que je dis surtout c'est que c'est pas le plus important. Genre le problème pour moi même c'est il y a même presque un souci parfois à se dire, genre c'est bon, j'ai boycotté tel artiste, j'ai fait mon militantisme pour le féminisme, c'est bon je suis féministe. Moi ça me dérange un peu en vrai. Ça correspond à tous les processus cognitifs qui permettent... Après, en l'occurrence, de déplatformer des gens qui utilisent leur notoriété pour faire des dingues, ça me paraît utile quand même. Je suis d'accord, mais c'est très limité. C'est très limité, et surtout, ça donne pas toujours le résultat qu'on veut. Genre, par exemple, on a, en tant que communauté, en tant que militant, il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé, par exemple, au cancel de Danny Caligula. Le mec n'est pas déplatformé aujourd'hui et le gars vit encore de ses parts qu'il avait à Zawa Prod aujourd'hui, et au final t'as tous ses anciens potes qui travaillent pour lui, tu vois, pendant encore bien 5 ou 6 ans. C'est quand même pas une situation qui à la fin est une situation convenable. C'est une situation qui est quand même relativement injuste, je veux dire, in fine. Un individu de suspendre. Genre si l'objectif c'est de faire la justice, vite fait quoi. Ses valeurs éthiques pour tolérer des actes contraires à sa... Il y a une grande différence entre boycotter et déplatformer. Je suis d'accord. En l'occurrence, ça se joue beaucoup aussi au niveau des proches de la personne. Genre, par exemple, tu vois, si on reprend pour le coup un bon exemple à mes yeux de fait de déplatformer quelqu'un, bah on peut revenir du coup plutôt sur l'affaire avec Femtogo. Où, bah en l'occurrence, Femtogo, lui, t'as tous ses proches et tous les gens qui travaillaient avec lui qui l'ont instantanément ostracisé d'un point de vue professionnel, qui ont dit qu'ils travailleraient plus jamais avec lui, qui ont annulé tous leurs projets communs et qui, en fait, en gros, ne nous ont même pas donné un narratif sur lequel on peut discuter, sur lequel on peut débattre, sur lequel on peut remettre les choses en question. Ils se sont contentés de dire des faits et de le déplatformer. Mais c'est là aussi où, s'ils avaient mis, cette responsabilité-là entre les mains du public, bah, ça n'aurait pas marché, en fait. Genre, c'est aussi pour ça que, bah, encore une fois, tu peux pas juste prendre en compte l'agresseur et son public. Il faut prendre en compte aussi le contexte dans lequel il est, les gens qui sont autour de lui. J'en reviens à ce que je racontais tout à l'heure sur le football et le fait que ça se structure comme un boys club et que au sein d'un club de foot et au sein de ces endroits-là, tu vois, bah tout le monde est quand même plus ou moins, enfin c'est pas le top du féminisme quoi. Et tu vas te retrouver surtout dans un milieu qui va te soutenir, te supporter et t'aider en cas d'accusation de VSS. Contrairement à un milieu, bah, par exemple le milieu queer, genre musical, comme ça arrivait avec Femtogo, tu vois. Genre, tu dois prendre en compte aussi d'où ces œuvres-là, d'où ce contenu-là, d'où cette production-là, d'où ce truc sportif-là, il est produit, en fait. Faut aussi regarder, genre, la configuration dans laquelle ce truc-là, il existe. Et est-ce que toi, en tant que public, tu peux vraiment avoir du poids par rapport à ça et comment avoir du poids? Il faut toujours réfléchir de façon à essayer d'avoir un maximum d'impact politique et d'avoir le meilleur rapport de force possible dans ces situations-là. Et il s'avère que bah, dans certaines situations, parfois, se contenter du boycott, c'est pas suffisant. Morale sans se sentir vraiment coupable. On voit alors des formes de mécanismes d'auto-justification. Et pareil, j'en profite toujours pour rappeler que tous ces gens qui ont ce discours complètement gaze autour du fait que, soi-disant, voilà, en fait, la justice transformatrice dit qu'il n'y a pas de cancel et que du coup, voilà, en fait, c'est la théorie de l'anti-cancel, c'est des conneries. Hein. Pour le coup, ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Le concept de sanction, de déplatformer quelqu'un dans le cadre de la justice transformatrice, on en parle. C'est quelque chose qui peut exister. Il y a une vraie différence entre une sanction transformatrice
et une bête punition, hein, les gens, ça se pense pas de la même façon. Mais bref, par rapport à ça, vraiment, j'ai fait plein de vidéos déjà qui en parlent. Ils vont désactiver temporairement l'autorégulation morale et la dissonance cognitive associée aux conduites dommageables. Bon, plus concrètement, ça peut être quelqu'un qui va affirmer qu'il faut croire les victimes, mais qui va affirmer que les personnes qui dénoncent, je sais pas, Michael Jackson, sont là pour la... Tout ça pour dire que, voilà, in fine, je maintiens quand même que ce que j'apprécie moins, c'est le fait comment dire, on surresponsabilise les consommateurs avec cette pensée-là, tu vois. Moi, c'est ça qui m'énerve aussi. Genre, on a un rôle, certes, mais il faut voir à quel point, en vrai de vrai, on peut jouer sur ces questions-là. Tu vois ce que je veux dire? Argent et son démenteur, parce que il a été jugé innocent et que le FBI a enquêté. Bon, en fait, au montage, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parle de Michael Jackson, ça part en guerre dans les commentaires, et j'ai vraiment pas envie de ça. Donc, c'est vrai. Attendez, attends, c'est une vanne. Il y a encore des gens qui sont dans le déni pour Michael. Non, vraiment, je veux dire, le mec a construit un parc d'attractions dans son jardin pour attirer les enfants. C'est un plan de Satanas et Diabolo pédophile, en fait. Genre, qu'est-ce qu'il vous faut? Il y a des images, des photos, imaginez plutôt que vous êtes fan de Patrick Bruel. Je pense que ça devrait concerner moins de gens dans mon audience, mais... Pas Michael, oui, c'est vrai qu'il y a un clip sur ça sur la chaîne, mais tu sais, quand on en a parlé à Matt, elle l'a tout de suite dit, au secours déjà dans un premier temps, puis après, elle a mis de côté, quoi. Et même si vous étiez fan de Patrick Bruel, j'ai une pote qui m'a dit non, qu'il était sur l'île de Epstein pour sauver des enfants. Waouh! Faut être quand même d'élu à un niveau, c'est de la théorie du complot, ça, quand même. Probablement qu'au moment d'entendre les accusations envers lui, vous baisseriez un peu la garde sur Ça, c'est du big déni, hein. votre morale habituelle, parce que votre attachement prendrait le dessus. Et c'est normal, hein, c'est humain. On va se mettre à rationaliser certains cas qui nous arrangent pour éviter la dissonance cognitive et une perte émotionnelle trop forte. Après, je vous connais, je sais qu'il y a aussi des gens qui considèrent c'est un bon exemple d'un peu ce qu'il raconte malgré tout, quand même. simplement que toutes ces histoires sont de l'ordre du privé et qui différencient... Genre là, il a parlé de gens qui surrationalisent pour... très bon exemple, du coup, ta pote. En vrai, on vient d'illustrer son propos, genre. l'homme de l'artiste. Mais ça, vous inquiétez pas, on en reparlera à la fin. Bon, tout ça, c'est du côté de l'environnement et de l'audience, qui ont un rôle indéniable. Et le facteur majeur qui détermine l'impact d'un cancel sur une carrière, pour moi, ça reste le récit. Qu'est-ce que la polémique raconte et quelle stratégie la célébrité adopte? Et c'est là que d'un seul coup, tout se complexifie. Et là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que là, du coup, on va rentrer dans le cœur des problématiques, justement, qu'il y a quand on a des call-outs. Et pourquoi est-ce que je vous parle souvent du fait que, concrètement... c'est compliqué d'appliquer des concepts de justice alternative à partir du moment où l'histoire elle est publique et où t'as 10 000 milliards de connards qui commentent le récit et qui commentent si ça s'est bien passé, qui remettent des trucs en question. Et c'est très très violent pour la victime aussi au passage. Comme d'habitude, vous le savez, je suis pour le coup complètement indépendant. Aucune marque ou quoi que ce soit me finance et finance mes vidéos. Donc si vous souhaitez me soutenir, il n'y a pas plus simple. Vous mettez un commentaire où vous donnez votre avis sur cette question, sur cette vidéo de manière générale. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi booster la chaîne, vous abonner et partager autour de vous. Merci Voilà, maintenant imaginez qu'il a dit tout ça pour trouble antacide et vous faites ça à YouTube. énormément. Premier degré, c'est grâce à ça que les vidéos peuvent continuer. Oui, moi j'ai besoin de ça pour vivre aussi. On a souvent tendance à opposer le tribunal judiciaire et le tribunal populaire ou tribunal médiatique. Vous savez, l'idée que désormais la justice se rendrait sur les réseaux sociaux et non plus dans le cadre de la loi. Mais pourtant, quand je me suis penché de plus près sur la question, on se rend rapidement compte que, du moins dans la mécanique du cancel, les deux sont intrinsèquement liés. Je vous apprends rien si je vous dis que de manière générale, les affaires de VSS sont très mal jugées. Les coupables s'en sortent le plus souvent car il est extrêmement difficile de prouver ce genre de fait. Et donc, il y a une forme de méfiance générale. Ok, je pensais qu'il avait oublié de dire tout ça. J'avoue que je suis parti en mode colère, je vais l'enculer. J'avais oublié qu'il rappelait les chiffres. Mais oui, les gens, on va quand même s'arrêter un peu plus parce que je trouve que de se contenter de simplement les montrer en vite fait, ça fait que moi, je pensais, je pense que je vais regarder ça sous ma douche ou une connerie comme ça. On va quand même le dire du coup, tout le monde. On précise donc que... attendez, j'ai mes petits chiffres là, oui c'est ça. On a près de seulement 7% de victimes d'agressions sexuelles qui portent plainte. Ce qui est logique, hein, parce que parfois ces personnes elles ont des récits de gens qui ont déjà porté plainte et où ça s'est très très mal terminé. J'en fais partie, voilà. 10 à 15% des plaintes pour viol qui se terminent par une condamnation. Donc ça veut dire que dans 90% des cas, l'agresseur s'en sort.
et ce qui fait un total de 1 à 2% d'auteurs de viol déclarés, donc des auteurs de viol, genre où, bon, c'est déclaré dans les enquêtes de victimation, c'est condamné pour aux assises. Donc à la fin, t'as quand même très très peu de chances en tant que violeur ou qu'agresseur de te retrouver vraiment devant un tribunal. C'est quand même très 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 rare. J'ai la source des datas. Ouais. Attendez, je vous avais mis ça de côté si vraiment ça vous intéresse. Je penserai jamais à le mettre dans la description. Donc démerdez-vous YouTube. C'est des datas qui viennent de l'Institut des politiques publiques. Donc c'est un organisme d'État pour le coup qui a fait ça. C'est une étude qui s'appelle le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France. Il y a aussi pas mal de data que vous pouvez retrouver sur les violences conjugales notamment. Il y a aussi le site Arrêtons les violences, sur lequel vous pouvez trouver plein de stats. Voilà. Généralisé de la part de l'audience dans la justice, en tout cas sur ces cas-là. Et pourtant, les décisions de justice ont un poids non négligeable dans les conséquences pour une carrière. Les gardes à vue ou même les ouvertures d'enquête renforcent les suspicions. Elles peuvent même servir pour certains de confirmation définitive. On peut prendre l'exemple de l'homme pâle. Des premières accusations avaient émergé sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien l'annonce des dépôts de plainte qui a donné une visibilité importante à l'affaire. Dans le même genre, le cas le plus flagrant est sûrement celui de Norman. Dès 2018, et le fameux hashtag balance ton youtubeur, on avait vu son nom Donc oui, genre rappelez-vous toujours que genre si vous avez l'impression qu'il y a trop d'affaires de VSS et que tout le monde est accusé et que toutes les stars se retrouvent accusées de VSS, sachez que ça n'en représente que 7% de la réelle quantité d'auteurs de violences sexuelles. Voilà. régulièrement ressortir dans les témoignages. Mais hormis de la distance prise par Et donc sur ces 7%, certains collègues, on voyait pas tellement de différence dans sa carrière. C'est seulement le 5 décembre 2022, quand il entre en garde à vue, que les médias relaient l'information, que YouTube lui supprime la monétisation et que les conséquences se font ressentir de manière plus concrète. des conséquences donc structurelles encore une fois. En fait, c'est là où genre, je trouve qu'il passe à côté de l'analyse, mais c'est encore une fois pas trop sa faute. Hein. Si ta pensée elle est structurée libéralement, c'est normal, tu vois. Mais c'est là où moi, du coup, je vais expliquer les choses par le fait que, oui, désolé, genre à la fin, ce qui a permis le fait de déplatformer Norman, ça a pas été le boycott des gens. Le boycott des gens, ça n'a pu être qu'un levier qui a permis derrière l'institution de fonctionner. Et le problème, c'est que ça, c'est très, très, très fragile. Ça marche pas du tout à chaque fois. On y retrouve bien une rhétorique du blanchiment, après des enquêtes ouvertes. Si la justice n'a rien trouvé, c'est bien la preuve que je suis innocent. Mais à l'inverse, pour certains, le simple fait que la justice considère ça comme assez crédible pour se pencher dessus... Et ça, c'est vraiment pareil, c'est vraiment des grosses conneries de juste dire oui, en effet, genre j'ai été innocenté par la justice. Encore une fois, on va reprendre la petite étude que je vous ai mis de côté, tout le monde. Il y a un graphe qui est un peu intéressant, c'est celui-là. Qui en gros vous montre tout ce qui est accusation. Le graphe de gauche c'est pour violence sexuelle, le graphe de droite c'est pour violence conjugale. Et donc sur toutes les violences sexuelles, on a 86% de classement sans suite. Hein. Et je doute que il y ait 86% d'innocents dans les personnes qui sont accusées de viol, étant donné que c'est déjà une extrême minorité de gens qui portent plainte. Donc en général, quand tu portes plainte, c'est que t'es un peu sûr de toi quand même, hein, parce que ça se retourne quand même assez vite contre toi, sinon ces histoires-là. Tout ça pour dire que oui, désolé, mais juste te contenter de dire que l'affaire a été classée sans suite et que du coup tu es innocent parce que la justice, elle a la présomption d'innocence, c'est complètement faux, hein, c'est complètement con. Genre déjà, ça marche pas vraiment comme ça le classement sans suite. Le classement sans suite, ça signifie juste que la justice, elle a pas donné son avis. Hein. Donc tant que la justice, elle a pas donné son avis, moi j'ai le droit d'avoir aussi une opinion par rapport à ça. Et au bout d'un moment, mon opinion, c'est que Norman est un violeur. Mais bref. est suffisant. Le pire étant les condamnations. Genre, rappelez-vous aussi, hein, quand il y a des gens qui vous ramènent toujours à la justice, quand il y a des gens qui vous ramènent à cette notion de présomption d'innocence, rappelez toujours que eux, ils sont en train de faire une présomption de culpabilité de la victime. C'est-à-dire que, normalement, la justice, elle a la présomption d'innocence pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'elle croit, elle suspend son jugement, justement. C'est ça que ça veut dire à la base. Ça veut pas dire le mec est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ça veut aussi dire que la justice, elle est pas menteuse. Tu vois, à défendre la présomption d'innocence tout en faisant toi-même une présomption de culpabilité, de mensonge par rapport à la victime, ça ne fonctionne pas comme ça. Et rappelez surtout à ces gens-là qu'ils ne sont pas juges, en fait. Hein. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus qui ne sommes pas des représentants de la justice française, on a tout à fait le droit d'avoir une opinion sur une décision de justice. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune loi qui dit que, au fond de notre cœur, on est censé absolument avoir très exactement la même opinion que la justice. D'autant plus que ces mêmes gens-là, souvent, même dans des affaires où les gens sont condamnés, eux-mêmes vont derrière remettre en question la justice. Genre, tu prends par exemple l'affaire Polanski. Polanski, il n'a pas simplement été accusé. Hein. Polanski, il a été jugé coupable. C'est-à-dire que Polanski, c'est un pédo aux yeux de la justice américaine. Hein, et nous, on le protège en France.
Et pourtant, ces gens-là, ils vont quand même te parler de présomption d'innocence dans ces cas-là. C'est quand même un peu une dinguerie. Mais voilà, toujours des trucs utiles à rappeler, je pense. C'est le cas du créateur de contenu Experiment Boy, accusé et condamné pour détournement de mineurs, ce qui a soldé son arrêt de mort sur les réseaux. L'autre Ah oui, lui, il a dispawn. exemple de l'impact de la judiciarisation dans les conséquences des accusations, c'est évidemment le cas Amber Heard et Johnny Depp. Le divorce du couple a mené à Lui, vraiment, c'est devenu l'image d'Épinal du fils de mascu dans ma tête maintenant, depuis cette histoire. des procès extrêmement médiatisés, l'apogée étant le procès de Depp envers Heard pour une diffamation qui avait engendré une véritable guerre culturelle sur internet. D'ailleurs, de très bons documentaires depuis ont été faits à ce sujet, je vous les conseille. Finalement, Amber Heard avait été condamnée pour diffamation, même si ça change rien au fait reproché à Depp, mais Oui, le mec aussi est toujours un violeur. Hein. ce qui a servi d'alibi à ce dernier pour faire son retour à Hollywood. Là, par exemple, il est à l'affiche du prochain Ouais, pourquoi les gens portent pas plainte? Ça se retourne littéralement contre les victimes. film Scrooge de Ty West, qui a notamment réalisé la trilogie X. Il avait commencé d'abord par du cinéma plus indépendant et européen, je pense à Jeanne du Barry chez nous. Donc on voit bien que la justice ne dicte pas complètement la vérité médiatique, pour autant elle va influencer de manière indéniable et surtout donner des arguments exploitables pour chaque camp. Elle va vraiment armer la guerre. A l'inverse, par contre, les accusations qui restent anonymes et qui se traduisent pas en poursuites judiciaires, on voit que ça freine considérablement le cancel. Je pense à des personnalités comme Pierre Cross. Son nom était ressorti au moment de Balance ton youtubeur, mais à ce que je sache, aucune démarche juridique n'a été entreprise et aucun témoignage plus concret ou public n'a eu lieu. Sa carrière n'a donc pas particulièrement été déstabilisée, on peut pas vraiment considérer qu'il a été cancel en dehors d'un petit isolement dans le YouTube mainstream. On le voit pas et je pense qu'on le verra pas faire des vidéos avec d'autres créateurs de contenu pour ces raisons. Mais je trouve que c'est un bon exemple parce que ça prouve bien que simplement des rumeurs souvent ne suffisent pas à détruire complètement une carrière. Enfin, les conséquences, elles vont forcément dépendre de la stratégie déployée par la célébrité. Certains vont décider de fuir l'espace public, probablement pour préserver leur... Et moi, j'ai un peu un problème avec cette histoire de, en fait, de faire reposer du coup ça sur la justice. En fait, pour moi, genre, il faut revenir un petit peu à ce que je raconte depuis le début, à savoir cette histoire de structure. Genre, ce qui est important vis-à-vis de ces affaires judiciaires, c'est effectivement des conséquences structurelles. Mais c'est pas les seules. Encore une fois, je vous renvoie vers le truc avec Femme Togo. Femme Togo n'a, a fortiori, pas été condamné. Pourtant, sa carrière, elle est finito de chez finito à partir de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que, en fait, les gens avec qui il travaillait, la structure dans laquelle il était, qui n'est certes pas une institution officielle, mais qui forme quand même un groupe d'intérêt, tu vois ce que je veux dire? L'a lâché, en fait. C'est détourné de lui, l'a isolé et a transmis derrière le témoignage, sans forcément rentrer non plus dans le détail, ce qui, encore une fois, est une bonne chose. Hein. Je retourne à ma vidéo sur Femme Togo. Donc en fait, de simplement se contenter de dire c'est la justice, je trouve ça pas tout à fait juste. Et même si je reprends encore une fois le cas de Sardoche qui a gardé une communauté très forte parce que sa communauté c'est des masculins qui croient pas les victimes, il a quand même été ostracisé par sa structure, il a été ostracisé par les autres streamers, ça a quand même eu un impact sur sa carrière. Pourtant, c'est pas une question non plus de justice. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour moi, il passe à côté du vrai sujet, qui est le sujet de la structure dans laquelle s'inscrivent ces gens-là. Si ces gens-là, ils s'inscrivent dans un club de foot avec une culture de boys club, évidemment qu'ils seront jamais inquiétés. Si jamais c'est des gens qui sont inquiétés chez des gens qui parlent beaucoup de ces sujets-là, genre par exemple le crew de petites sœurs qui quand même sont des gens qui parlent beaucoup des violences qui leur sont arrivées quand ils étaient gosses, ça va changer beaucoup de choses en fait. Et c'est là aussi où j'explique que nous, notre pouvoir en tant qu'individu, que consommateur individuel, il est pas énorme. Surtout si on est désorganisé et qu'on se contente de juste lancer des appels au boycott. Image. C'est le cas de James Franco, même s'il est notamment apparu dans le dernier film Largo Winch en France. Décidément, on aime bien les accueillir. Il y a aussi Nekfeu. Ah ouais, la France, c'est vraiment un repère d'agresseurs qui viennent ici pour se refaire une vie. Hein. Qui est... N'est-ce pas, Polanski? Était déjà régulièrement... Qui, je le rappelle, a quand même fait un film entier pour faire un parallèle entre l'affaire Dreyfus, donc la radicalisation de tout notre pays en intégralité autour d'une affaire autour de l'antisémitisme, et ses accusations de viol, où il a été condamné. Pour vous dire l'indécence de ce qu'on permet quand même en France. Il y a un papier qui est sorti sur les dingueries autour de ce collectif à Pierre Cross. Faudrait que je regarde ça. Absent des médias, mais qui, d'après ses avocats, ne sortirait pas de nouveaux albums en raison des accusations de son ex-femme. Alors, techniquement, il a fait un communiqué, donc il n'est pas complètement retombé dans le silence, mais bon, c'est très impersonnel, et surtout, il n'est pas réapparu médiatiquement depuis, ni même en feat sur des chansons, ce qu'il faisait pourtant auparavant. L'objectif pour ces personnalités est sûrement d'espérer que le cycle de l'indignation finisse par s'épuiser, ou d'avoir une décision judiciaire positive pour la mobiliser comme alibi.
je pense que c'est le cas pour Nekfeu. D'autres décident au contraire d'être dans une stratégie de contradiction publique. C'est le cas de Dirty Biology, ou plutôt maintenant Léo Grasset. Il avait fait une vidéo complète, encore disponible sur Qui est immonde, hein, au passage. Je rappelle que quand t'as écouté les témoignages qu'il y avait à l'époque sur Mediapart et que t'avais lu les 2 articles, parce qu'il n'y en avait pas qu'un seul qui est sorti, tu pètes ton crâne, hein, cette vidéo. Genre vraiment, enfin... sa chaîne YouTube pour répondre à l'enquête de Mediapart à son sujet. Dans son cas, il alternait entre la négation des accusations et une rhétorique quasiment de la complexité. C'est plus compliqué que ça, il y a des nuances, et donc en restant sur un terrain... Ouais, dans le déni du viol aussi, hein. Genre à tel point que même lui, dans son tableur, il a oublié cette histoire, hein. un peu froid et presque clinique, il va garder une base de fans qui se sent plus intelligente que la foule émotionnelle. Et qui dit concrètement, tant qu'il n'y a pas de preuves matérielles, je ne vais pas suivre le mouvement. Le C'est également la stratégie d'Annie Caligula, au passage. créateur cinéma Victor Bonnefoy in the Panda avait suivi d'ailleurs la même stratégie. En fait, souvent ça va permettre de garder une base fidèle, même si moins nombreuse, mais assez engagée, parce qu'il y a aussi un peu un côté seul contre tous. Enfin, parfois, il y a même carrément la logique de la confrontation. Alors, souvenez-vous, on en avait parlé dans ma dernière vidéo à propos de Naruto V et Jean-Paul Manov au début de l'année. J.K. Rowling a un peu la même stratégie, parce que forcément, c'est une mécanique qui fonctionne pas tellement avec les VSS. L'objectif est d'assumer ses propos ou ses actes. On embrasse C'est aussi un peu la strat, d'ailleurs, l'étiquette du côté d'Annie. cancel pour en faire quasiment un nouveau business model. On s'adresse Genre, ouais, plus à genre- tout le monde, mais véritablement à une base En radicale. mode, ton identité devient tes accusations. C'est un peu cringe de faire ça, si je puis me permettre. C'est la fin du consensus et le début de la carrière citadelle. Mais pour moi, c'est pas non plus les stratégies les plus efficaces. Ceux qui arrivent le plus à atténuer les Carrière citadelle, ça marche bien, je trouve. conséquences d'accusations sur leur C'est horrible, oui. carrière, ce sont les célébrités qui parviennent véritablement à contrôler le narratif. Le meilleur exemple, ça reste Brad Pitt. Accusé de VSS sur Angelina Jolie, Et vous voyez, quand on vous parle de cette histoire de narratif, parce que beaucoup de gens ils nous ont chié à la gueule à l'époque quand on parlait de justement de ces histoires de Bellec aux gens qui tentent de prendre le contrôle du narratif, c'est super important en fait. également une personnalité publique, il parvient à être à l'affiche de films comme Babylone ou F1 sans De toute façon, là-bas, la citadelle, je crois que c'est pour ça que j'aime bien un peu la métaphore. que le traitement médiatique ne s'y attarde. Cela parce que l'actrice n'a jamais pris la parole publiquement sur le sujet, et surtout parce qu'elle réalise un énorme travail de communication de crise avec ses équipes. Un article l'été dernier expliquait comment chaque interview était sous-pesée en s'assurant en amont que le sujet ne serait pas adressé. Et du coup, en rendant les accusations invisibles, il s'est rendu quasi insensible à ces dernières. On est vraiment face à une logique de spirale du silence. L'objectif est de faire en sorte que les accusations n'existent même pas médiatiquement pour ne pas avoir à se positionner et ne pas avoir Et ça, pareil, genre, il n'y a pas besoin de rentrer dans des explications psychologico-libérales, je sais pas quoi. Ça apporte un nom qu'on connaît depuis très longtemps. Ça s'appelle l'omerta. Hein. L'omerta autour des questions de violence sexuelle. Le fait que personne n'en parle, le fait qu'on protège les agresseurs, que si jamais quelqu'un tente d'accuser qui que ce soit, ça part en invisibilisation, on la vire, on détruit sa carrière. Parce que oui, les vraies carrières détruites, souvent, c'est les gens qui accusent. Hein. Parce que souvent, c'est des gens qui sont des assistants, des stagiaires, des femmes de ménage, enfin des gens qui travaillent en fait et qui, justement, eux, pour le coup, perdent leur emploi après les accusations. y répondre. Ce contrôle, il peut aussi passer par la construction d'un dispositif autonome. Guillaume Play, par exemple, a été accusé de harcèlement moral par d'anciens collaborateurs et d'agression même dans une ancienne vidéo en caméra cachée en 2013. En créant Legend, contrairement à son ancienne émission qui était chez Webedia, il s'émancipe de ce risque. Il possède désormais pleinement son institution et donc peut court-circuiter les intermédiaires susceptibles de poser problème et de trancher en sa défaveur. Même si Et c'est un peu une stratégie bien horrible aussi, ça, tu vois. C'est pour se rendre, littéralement, autonome, mais pas pour des raisons d'indépendance journalistique. C'est juste parce que du coup, personne ne pourra jamais le cancel. techniquement, il fait partie du groupe média Influx, au sein duquel il est d'ailleurs très bien intégré, aux côtés d'autres médias comme Le Crayon, Hardisk et bien d'autres. Donc il pourrait techniquement être à la merci d'Influx qui déciderait de ne plus collaborer avec lui pour ces raisons, mais sachant que les accusations sont antérieures à leur deal, je pense qu'il part du principe que ça risque de pas poser problème. Donc on le voit, à la fois l'aspect judiciaire et à la fois ensuite la stratégie déployée par les célébrités a un rôle aussi très important dans la réponse à cette question, est-ce que les accusations détruisent les carrières? Mais alors j'ai envie de dire, Et moi, ça, en fait, il y a quelque chose aussi qui me pose un peu souci dans cette vision-là. Parce que le problème, c'est que quand tu poses les choses sous cet angle-là, c'est là aussi que tu te rends compte qu'il n'y a plus de justice alternative qui est possible, quoi. Parce qu'on part sur des questions de stratégie. En mode, c'est une confrontation, c'est un 1v1.
Au lieu de juste genre chercher à rendre justice, les gens ils ont des stratégies. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'a priori, nous, on préconise l'idée que bah, si tu veux vraiment ne pas te faire cancel, peut-être il faut réussir à t'arranger pour, je sais pas moi, réparer au max ce qu'il est possible de réparer ce genre de choses, tu vois. Enfin, vraiment réfléchir les choses en tentant de dépasser cette confrontation, justement. Et c'est une vision que je trouve cynique et qui est quelque chose qui est justement imposé par, bah, précisément, l'institution judiciaire. Parce que enfin, la vision punitiviste des choses et de la justice fait que on a cette tendance à la confrontation. On a cette tendance à penser qu'il doit y avoir une défense et une partie civile, d'avoir tous ces trucs-là, tu vois, en mode... pardon, j'ai confondu les termes judiciaires. Enfin, tout ça pour dire que cette logique justement oppositionnelle et cette logique conflictuelle, c'est justement une des raisons centrales pour lesquelles on peut pas faire de justice alternative. Pour qu'il y ait justice alternative, genre il y a des choses qu'il faut être en place, qui ne peuvent plus être mises en place à partir du moment où, genre bah, justement l'agresseur il a une stratégie. Et parce qu'en fait du coup la question de la justice devient extrêmement secondaire dans ces situations-là. Qu'est-ce qu'on peut véritablement Et justement moi c'est ce que je reproche aux gens qui précisément utilisent la justice transformatrice comme une stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? tirer de tous ces enseignements? Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué? Qu'est-ce que j'ai vraiment appris en enquêtant sur le sujet? Donc, non. Techniquement, les accusations ne détruisent pas les carrières. Voilà, même les normies le disent. Enfin, très rarement. Par contre, c'est indéniable qu'elles les reconfigurent. Je pense à certains youtubeurs qui vont s'appuyer beaucoup plus sur du crowdfunding. Et ça, c'est un peu intéressant parce que justement, nous, si on veut vraiment déplatformer les gens, faut qu'on réfléchisse à ce que leur stratégie, elle marche pas. Parce qu'ils vont perdre des sponsors, mais en réalité, c'est surtout un changement de position symbolique. La réputation, elle est toujours touchée. La célébrité est associée quasiment à jamais à ces accusations. C'est un sujet avec lequel elle doit composer. Et vu que son image est le cœur de son business, bah forcément, ça a un impact. Son identité publique se fige pour devenir la personne accusée. Et en commençant à travailler sur cette vidéo, je me demandais pourquoi il n'y avait pas eu plus de travail de recherche spécifique à cette question. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet de la cancel culture, mais j'ai jamais trouvé Non, attendez, le Figaro Vox à cette question. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'études qui fait un article « La cancel culture fabrique-t-elle une génération d'ignorants ?» Ouais. sur le sujet. Je rappelle que le concept même de violence sexuelle n'existait pas il y a 50 ans. Genre, c'est qui les ignorants dans l'histoire? Est-ce que c'est les vieux qui ont ignoré les violences sexuelles depuis des siècles? Ou est-ce que c'est nous qui ouvrons enfin les yeux sur ce qui se passe? C'est ouf! De la cancel Genre, de dire que c'est nous les ignorants, alors que précisément, on a arrêté d'ignorer un truc. culture. Mais j'ai jamais trouvé de travail, même Attendez. il y a eu beaucoup d'études Dans les tags, il y a cancel culture, littérature et woke. Ils ont un tag woke. sur le sujet de la cancel culture. Mais j'ai Bah, Eugénie Boileau, on te retient, toi. jamais trouvé de travail, même journalistique, qui se penchait en profondeur sur les conséquences concrètes et les mécanismes qui se mettent en place dans cette situation, qui Oui, parce que les journaux et les médias sont bloqués à l'aspect panique morale du délire, en fait. Genre, ils ont jamais été plus loin que ça. Parce que, encore une fois, c'est des journaux qui sont possédés par des patrons qui, bah, peut-être que eux-mêmes, ils ont déjà mis une main au cul, genre à une secrétaire, tu vois, ce genre de truc. répondent concrètement à la question, est-ce que ces accusations détruisent les carrières? Et en fait, je crois savoir pourquoi. La question, est-ce que les accusations détruisent les carrières? C'est une question très simple. Cependant, comme on l'a vu, bah, la réponse, elle est complexe. Et elle est même un peu inconfortable. Sans jouer le boomer au discours panique, on est dans une ère qui va privilégier la binarité. Et c'est logique, hein, c'est déjà, je pense, le cas depuis très longtemps. Et pour moi, c'est là le grand naufrage de la vidéo, tout le monde. Parce que c'est plus confortable pour le cerveau humain. La logique du cancel ressemble pour moi d'ailleurs à une tentative de réenchanter la morale par une séparation radicale. Telle personne C'est le discours de Léo Grasset, très littéralement, tout le monde. C'est trop complexe, les gens sont trop binaires, c'est chiant. est accusée, elle est boycottée et bannie. Il n'y a techniquement pas plus binaire, c'est Sauf que Sylvia d'expliquer que ça n'arrivait pas. noir ou blanc. Sauf que, et encore une fois, je veux pas tomber cette fois dans le sophisme du juste milieu, mais je pense que le vrai problème actuel de la cancel culture, c'est que même si elle est censée apporter de la clarté morale, Et je veux dire, nous, genre, on est pour ce truc de dépassement, de la simple question de l'agresseur et de la victime et de définir uniquement les gens par rapport à leur position sur cet axe-là, tu vois, mais c'est pas ce qu'il est en train de dire.
elle parvient Là, il est en train d'avoir ce discours de boomer qui dit que, et en vrai, et les féministes, vous seriez pas un peu trop dans le conflictuel? pas complètement à le faire. D'un côté, c'est un mouvement qui nous pousse à brûler nos idoles et déconstruire nos biais vis-à-vis Voilà, moi ça c'est un discours qui m'énerve. des célébrités et des VSS. Mais de l'autre, pour moi, elle n'a pas pour l'instant été capable de formuler un débouché moral et matériel satisfaisant. C'est pour ça Parce que c'est pas ce qu'on, enfin, nous ce qu'on veut, c'est un débouché politique en fait. Et c'est là où je vous renvoie encore une fois vers la conclusion de ma vidéo sur FemTogo. C'est-à-dire que oui, simplement se contenter du boycott et de se dire voilà, c'est bon, t'as fait ton travail de militant en faisant le boycott et en changeant littéralement ce que tu consommes, c'est-à-dire faire de la politique de la consommation, donc le truc le plus libéral possible, que c'est très limité, que ça marche pas, que ça sert à rien. Enfin, je veux dire. qu'on se retrouve avec ce résultat hybride de célébrités qui errent entre radioactivité mais popularité pas encore morte. La cancel culture a vraiment été vendue comme l'outil ultime pour résoudre le problème de l'homme et l'artiste. Ça, par contre, c'est un peu vrai. C'est un peu ce que je reproche, moi, maintenant qu'on est un peu revenu de la période MeToo, c'est d'en avoir vraiment fait l'alpha et l'oméga du féminisme, de se contenter de se dire que voilà, la question du cancel, ce serait la solution ultime, alors qu'en fait, tu reprends les mêmes putains de structures que la justice bourgeoise et patriarcale, ce qui va évidemment pas fonctionner, en fait. En supprimant l'artiste. Elle revient Genre, on rappelle quand même que c'est surtout, enfin, encore une fois, les questions de cancel, les questions de cancel culture, ça ne s'abat jamais avec la même violence et la même intensité sur les personnes racisées que sur les blancs. Ça s'abattra jamais avec la même intensité sur les personnes cis que sur les trans, etc. un maître du manichéisme et de la binarité. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Mais, comme on l'a vu avec le désengagement moral par exemple, la plupart du temps, Et ça m'énerve d'en faire une question de bien ou de mal. Genre, ce qui est intéressant, c'est les choses concrètes. C'est pas juste comment est-ce que vous sentez dans votre morale, en fait. Là, on est en train de parler de putain de violeurs. Genre, on est en train de parler de questions de gens qui en agressent d'autres. Ça m'énerve de devoir toujours, encore une fois, revenir sur cette question de genre, est-ce qu'on est ou pas des chevaliers blancs? Moi, j'en ai marre de cette question du bien ou du mal. Genre, le cerveau humain, il préfère bricoler sa je veux dire, on est tous d'accord pour dire que le viol, c'est mal de base. propre morale plutôt que de renoncer à son plaisir. Et du coup, cette tentative de simplification, elle se fracasse face à la complexité de chaque dossier déjà, et aussi du désir humain. Donc au final, ce qu'on appelle la cancel culture, c'est pas du tout un bloc monolithique qui donnerait une décision ferme et définitive. C'est plutôt une infinité de micro-négociations d'individus selon leur morale ou leurs appréciations de chaque célébrité. Après, C'est donc de la pensée particulièrement individualiste. Ce qui est tout le problème. personnellement, je pense que le cancel n'est pas forcément une mauvaise chose. Je suis évidemment pour la présomption d'innocence, du point de vue de la loi, Bon, j'ai déjà dit pourquoi ça m'énervait, ça. et contre toute forme de cyberharcèlement. Mais quand on décide de suivre une célébrité, par exemple, On rappelle les stats, hein, 7% de femmes qui portent plainte pour agression sexuelle et plus de 90% des accusés qui sortent libres. on lui donne directement Soit à la fin 1 ou 2% grand max de gens qui finissent littéralement devant un tribunal. du capital social et économique. Or, si ces derniers s'en servent pour potentiellement faire du mal et qu'on continue à leur en donner, en fait, c'est déjà prendre position en leur faveur. On sait qu'une personne riche et célèbre, Ça, je suis un peu d'accord. Genre, pour le coup, ça, c'est un peu comme les dynamiques de harcèlement, quoi. Genre, tu vois, tu vois un gamin qui en harcèle un autre, décider de ne rien faire, c'est prendre position du côté de l'agresseur. a par exemple beaucoup moins de chances d'être condamné devant la justice. En continuant à supporter leur carrière, on leur donne un avantage face à la potentielle victime. En fait, Mais le problème, c'est que de tout résumer à ça, c'est ça qui me dérange. Genre, encore une fois, ça dépend de la structure dans laquelle il est. Si ça se trouve, lui, il en a rien à foutre de ce que les gens ils en pensent, le mec en question. C'est ça le problème. C'est là où est la complexité qui nous manque, en fait. Genre, la complexité, elle est pas dans est-ce que les hommes sont vraiment des violeurs. Tu vois ce que je veux dire? La complexité, elle est ailleurs. ne plus supporter Parce que la réponse est oui. des personnalités accusées, ça devient la véritable position de suspension de jugement. Après, c'est plus simple à dire qu'à faire. Le pouvoir qu'on a de donner du capital social et économique, en fait, il s'accompagne aussi de responsabilités. Mais je pense qu'en avançant, on se rend aussi compte que Et ça responsabilise l'individu. C'est pour ça que moi, ça m'énerve comme conclusion. Ça m'énerve. cette responsabilité, elle peut être Enfin, genre, vraiment conclure par on a une responsabilité individuelle et en fait les choses sont plus complexes et on a rendu et le féminisme a rendu la question trop binaire. Vas-y, ça m'énerve. Genre cette conclusion de merde.
étouffante, puisque le système ou l'institution ne tranche pas, ou tranche selon le profit. En fait, c'est à nous, individuellement, de décider. Chaque stream, chaque clic, c'est devenu une forme d'acte moral conscient. Les Et ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve au bout d'un moment. accusations, en fait, elles vont pas tellement détruire les carrières des puissants, mais elles vont surtout détruire notre confort de spectateur. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup, y compris certains d'entre vous, à mon avis, en rejettent le principe même, et préfèrent dire que c'est de l'ordre du privé, ça ne les intéresse pas. Parce que cette logique du cancel, elle nous oblige à sortir de la passivité. Non pas pour devenir le juge des individus concernés, mais le juge de nos propres plaisirs. En fait, on a voulu... Et voilà. On passe d'affaires qui parlent littéralement de viol à nos propres plaisirs. C'est ça qui m'énerve dans ces situations-là, genre. C'est fou, genre, il y a aucune considération pour la justice, pour la victime, pour ce genre de choses. À la fin, on se pose la question de son sacrifice personnel, quoi. Genre... un monde plus clair, et on a obtenu un monde où chaque divertissement, c'est quasiment devenu un dilemme éthique. Voilà. Et moi, ça m'énerve. Parce que, fondamentalement, tu vois, je suis, en vrai, un peu d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où c'est vrai qu'il y a certaines personnes, y compris à gauche, qui font ça. Ce qui, au passage, n'est pas... moi, c'est ça qui m'énerve, par contre, aussi, c'est que par contre, ça a littéralement toujours été vrai. Hein. C'est le positionnement par rapport aux œuvres et tout. Enfin, ça fait très très longtemps, ça date vraiment pas du wokisme. Et souvent, c'est même sur des trucs plutôt réactionnaires. C'est-à-dire qu'assez souvent, la question morale, elle se pose plutôt sur les œuvres immorales d'un point de vue du réactionnariat. CF, la cérémonie des JO, et c'est qu'un exemple sur beaucoup d'autres, tu vois, genre où en fait la question de est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est pas moral, elle est pas posée que par les féministes et que par les gauchistes. Il faut le voir depuis l'ensemble de ce que ça concerne. Et sur le fond, tu vois, genre c'est vrai que certaines personnes elles ont ce discours-là, mais moi je pense qu'il faut vraiment en sortir. Et ce qui m'agace, c'est d'avoir une vidéo entière qui t'explique que ça marche pas, pour ensuite dire que pas proposer d'alternative, enfin juste se contenter de dire ça, genre de dire ça marche pas et mais faites-le quand même. Alors que nous justement, si t'écoutes un petit peu genre les vraies propositions qui sont faites aujourd'hui par les gauchistes, on propose justement de sortir de cette question de la morale parce que c'est pas ce qui est intéressant. Vous êtes pas, on n'est pas là pour défendre des gens par rapport à leur morale individuelle de si est-ce que nous on les juge ou pas selon des critères légaux et moraux imposés par une entité supérieure. Tu vois, il faut sortir du moralisme progressiste. Genre c'est toute la take de à tes souhaits. Toute la take de Elsa Marceau dans Faire justice, justement. Mais ça rappelle le concept de thèse, antithèse, synthèse, on finit par une conclusion qui rallie deux opinions, alors que non, en fait, il y a des moments où il faut prendre une position claire et honnête. Bah, en fait, il y a un peu cette question aussi de... En fait, il y a un impensé dans cette vidéo. C'est ça qui me dérange surtout, tu vois. Genre, il y a un impensé que plein d'autres gens, elles ont, tu vois. C'est que du coup, vu qu'il est dans une analyse qui est très psychologique, individualiste, qui oublie de voir les structures, il finit par tout le temps trouver des façons de justifier les différents phénomènes par rapport à la cancel culture selon justement le capital social, des trucs très idéalistes, tu vois, des trucs qui sont pas très concrets, enfin pas très matérialistes au final. La vidéo c'est vraiment, et en même temps un peu et c'est cette impensé là, tu vois, qui t'empêche de voir en fait les structures concrètes, qui te fait rater les vraies stratégies qu'on pourrait avoir pour justement tenter de faire justice, tenter de dépasser cette stricte question fameuse de être manichéen. Enfin, parce qu'encore une fois, genre, ce truc d'être manichéen, ça finit par avoir des pensées stupides. Et je dis pas qu'à gauche, on n'en a pas, tu vois. Genre, moi, je me rappelle encore une fois comment j'avais pété mon plomb sur la question de Femtogo, où il y avait plein de gens qui étaient en mode « Ah là là, la violence des hommes, encore, c'est bon, en fait, il faut juste que je cancel tous les hommes de ma vie. » Et t'es en mode « Mais non, Femtogo, il est gay, hein. Genre, ses victimes, c'est aussi des hommes. Genre, de juste mettre les deux dans le même panier fait que t'es en train de juste, genre, boycotter les agresseurs et les victimes dans cette situation-là, quoi. Genre, ouvre les yeux. Enfin, tu peux pas être misandre sur l'affaire avec quand c'est lié à un mec qui est gay, en fait, parce que du coup tu vas être juste misandre aussi sur les victimes. Au secours, en fait. D'autant plus que voilà, c'est un truc qu'il faut rappeler aussi, mais il y a aussi des femmes qui ont été comment dire qui sont enfin il y a pas que des femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Je crois que c'est 85% de victimes de violences sexuelles qui sont des femmes. Par contre,
les auteurs, et encore une fois, il y a des autrices, mais le chiffre, il est encore plus baisé du crâne pour les auteurs. Genre, les auteurs, c'est plus de 95% d'hommes. Enfin, c'est vraiment une énorme dinguerie. Tu penses quoi du libéralisme politique? Oh, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. C'est vraiment pas du tout le sujet aujourd'hui. Mais j'ai des grosses critiques à faire par rapport à certaines choses. Je trouve que, bah, bref, de toute façon, j'en parlerai à un autre moment, un jour où je ferai une vidéo dédiée à ça, tu vois. Donc, je rappelle que pour moi, oui, il faut sortir. Genre, en fait, je comprends ce qu'il essaie de dire, où il y a des gens qui en font un sujet manichéen. Mais le problème, c'est que sa vidéo va dans ce même sens-là. Parce qu'il n'arrive pas à penser la vraie alternative, qui est une analyse matérialiste de la situation, où justement on essaye de sortir de cette question de la moralité. Et c'est là où je pourrais le rejoindre sur sa conclusion, tu vois. Genre, si j'essaie d'être au maximum de bonne foi par rapport à Adam Bros, essayer d'avoir vraiment le bon soupçon par rapport à lui, tu vois, on pourrait se rejoindre justement sur le fait que ça, c'est pas une bonne chose. Le fait qu'on a fait de chaque œuvre culturelle une question éthique, morale et un combat politique, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que, bah pareil, du coup, derrière, on oublie l'organisation collective, on considère juste les individus et on essaye de considérer une espèce de super structure englobante qui est au-dessus de tout le reste et on oublie tous les intermédiaires. Par exemple, bah, l'entourage de la personne, la situation de taf dans laquelle elle est, tous les contrats qu'elle peut avoir à droite à gauche, à quel point elle est dans un boys club, ce genre de choses, tu vois, qui sont des pensées qu'on ne peut plus ignorer pour comprendre les choses aujourd'hui, en fait. Et ce qui fait qu'à la fin, bah, du coup, on en revient à cette question de genre, est-ce que c'était une si bonne idée que ça? Et c'est là où c'est pour ça que je me dis, on peut rejoindre un petit peu sa vidéo sur le côté, est-ce que c'est une si bonne idée que ça de responsabiliser les individus? Est-ce que c'est une si bonne idée que ça de faire de l'alpha et de l'oméga de la lutte politique? Est-ce qu'on boycotte des œuvres ou est-ce qu'on boycotte pas des œuvres? Pour moi, même sur cette question du boycott, on pourrait revenir avec une dimension matérialiste, parce que vous l'avez même dit vous-même à d'autres fois, à des moments, c'est nécessaire. Pour moi, un très bon exemple de ça, c'est la question du boycott par rapport à la... Avec, c'était BDS, c'est ça? Désolé, moi, tous les acronymes à base de lettres, c'est une vraie galère. Euh, Parce qu'en fait, il y a une différence aussi, pour moi, qu'il faut prendre en compte entre faire un appel vague au boycott, comme par exemple ce qui avait été fait pour la Coupe du Monde au Qatar, ce genre de truc, et avoir une organisation politique structurée qui tente d'en faire un véritable outil de lutte politique et pas une simple question morale. Parce que voilà, lorsque tu poses la question du boycott de la Coupe du Monde juste comme étant un geste moral, c'est de la merde. Si jamais t'es derrière, par contre, vraiment organisé concrètement, structurellement, pour que ce boycott, tu puisses voir les conséquences. Parce que c'est ce qui se passe avec BDS. BDS, ils avaient des objectifs. BDS, ils avaient ils voulaient boycotter des marques précises pour qu'elles perdent un certain rendement pour justement les mettre suffisamment dans la merde. C'était des choses qui étaient réfléchies. Ils n'ont pas simplement réfléchi la morale de est-ce qu'il faut boycotter McDo et Carrefour. Ils ont réfléchi à quelles conséquences ça peut avoir politiquement pour que McDo, Carrefour et tout, au sein du libéralisme, au sein du capitalisme, peuvent faire pression sur l'État. Et ils ont toujours précisé que ce n'était qu'une partie de l'engagement politique et que ça pouvait pas être l'alpha et l'oméga de la lutte, encore une fois, en particulier quand on parle de la lutte décoloniale par rapport à la... C'est là où pour moi il y a une vraie différence entre un simple appel vague et abstrait au boycott et un boycott qui est organisé, qui est structuré et qui a des objectifs clairs, des objectifs transformateurs. C'est là où on en revient à ce que j'explique depuis le début sur la différence entre une sanction transformatrice et une simple punition. La punition, ça se pense de manière morale. Un individu, il a fait un truc mal, donc on va le punir et du coup justice sera rendue, ce qui est une énorme connerie, hein, parce qu'à quoi un moment tu poses la question de qu'est-ce que veut la victime, ce genre de questions, tu vois. Enfin, c'est ça, pareil, je suis déjà beaucoup revenu sur ces questions-là. Et une simple posture morale sur est-ce qu'il faut ou pas cancel, qui à la fin est, désolé de le dire, mais hyper stérile. Il y a quelqu'un dans le chat qui fait un bon parallèle avec l'écologie, et moi c'est aussi tout mon discours par rapport à l'écologie. Se contenter de la question morale sur l'écologie, c'est de la merde. Ça ne marchera jamais. De la même... Et c'est vrai aussi pour quasi toutes les luttes politiques de gauche. Genre, c'est vrai aussi pour le racisme. Juste le racisme, le problème, c'est pas qu'il y a des gens qui sont intolérants et que c'est mal moralement. Il faut sortir de cette vision-là. Le racisme, c'est avant tout de l'exploitation de personnes non blanches, de personnes racialisées, comme vous voulez, comme vous préférez. Ce qu'il faut changer, c'est ces dynamiques-là qui sont des dynamiques structurelles. Et une structure, c'est pas un truc abstrait.
Une structure, c'est des individus qui font des choses, qui font des choix, qui font des choses réelles. C'est pas juste, voilà, le patriarcat. On peut pas se contenter d'une structure en disant, voilà, le patriarcat, point barre, le grand patriarcat au-dessus de tout le reste. Parce qu'en fait, bah, vous n'aurez jamais, à proprement parler, même avec une structure organisée et tout, un impact sur l'ensemble du patriarcat. C'est ce que je vous dis. Il faut qu'on réfléchisse les choses pour avoir des conséquences concrètes. Et avant d'atteindre l'ensemble du patriarcat dans la transformation qu'on essaye de faire, il faut qu'on pense les structures intermédiaires. Comme par exemple la famille. Comme par exemple l'entourage. Comme par exemple la boîte de prod. Ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut pas avoir un impensé autour de ça, se contenter de penser uniquement l'individu tout seul dans son individualité ou la super méga structure qui concerne tout le monde et du coup personne. Il faut être capable de penser les choses effectivement de manière plus complexe, mais la question de la complexité, elle n'est pas là où Adam Bross la met, à savoir sur en fait, les histoires de violence sexuelle ne sont que des nuances de gris. Non, il faut la penser à cet endroit-là. Il faut la penser sur les structures et sur l'organisation collective, l'organisation sociale, de comment est-ce que ces choses-là sont produites. Parce que, concrètement, toutes les affaires dont on parle, et pour moi c'est un peu mon problème avec la cancel culture, c'est que ça se concentre un peu trop aussi sur les personnalités publiques. Ça se concentre un petit peu trop sur voilà, les gens qui sont connus. Alors qu'on le sait que la violence sexuelle, elle concerne tout le monde, dans toutes les structures de la société. Simplement, ça, là, c'est celle dont on parle, parce que c'est des gens dont on parle, tout simplement. Mais faut pas non plus, du coup, derrière, cette question du cancel prenne le pas sur le vrai problème, qui est quand même un problème quotidien, qui est un problème qu'on connaît tous. Et encore une fois, genre, si jamais vous êtes face à une affaire de VSS, par exemple, du coup, voilà, moi je vais vous donner c'est quoi ma take de ce qu'on devrait faire et de comment est-ce qu'on devrait réfléchir les choses. Si jamais vous, les affaires de VSS, tout ça vous touche, là, que vous en avez marre, que vous êtes arrivé à putain de merde, ça fait la 10e personne que j'aime et que je cancel. Ce qui est mon cas. Genre, moi, j'étais fan de Dirty Biology, genre, de très, très, très fan de Dirty Biology et de In the Panda, hein, pour vous dire mon niveau de seum. Mais, et de Danny et de plein de gens super cancel. Genre, moi, j'étais aussi fan de Die Vort, de Rammstein, tout ça. Et bah, se contenter de juste les cancel. Évidemment, genre, on a vu toutes les limites de ça à travers cette vidéo, donc c'est pas quelque chose qui est très fonctionnel. Par contre, vous pouvez vous poser des questions justement sur ce que je vous dis depuis le début, sur cette fameuse structure. Genre, par exemple, je sais qu'il y a plein de militants dans le chat. Est-ce que, dans votre organe militante, si la personne est la plus bas au niveau de la hiérarchie, genre un primo militant, se fait agresser par le chef de votre orga, et les anards, je vous vois, arrêtez de faire carré, il n'y a pas de chef. En vrai, dans les collectifs anards, il y a toujours des gens qui sont quand même mieux positionnés parce que justement, vous faites pas attention et que de par l'espèce de loi du plus fort bizarre, il y a toujours un mec qui devient le chef. Je vous vois, les gens qui sont dans des squats et qui font carré, il n'y a pas de chef alors qu'il y en a un. Je vous vois. Posez-vous la question, est-ce que si cette personne, généralement cette meuf, accuse ce chef, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle a l'espace de pouvoir s'exprimer? Parce que ce qu'on retient souvent justement dans les affaires de violences sexuelles qui concernent des gens, qui concernent des personnalités publiques, souvent c'est ça en fait, à la fin, qu'on vient dire. C'est putain de merde, respecter un peu la victime, c'est est-ce qu'elle a l'espace de pouvoir exprimer ce qu'elle a vécu en termes de violence? Et le problème justement des masculins un peu dégénérés, c'est qu'ils disent bah elles ont l'espace. Ça s'appelle la cour d'assises. T'es en mode va te faire en fait, genre c'est pas du tout un espace où elles peuvent s'exprimer. Hein. Genre je vous renvoie très premier degré, je vous renvoie vraiment vers les vidéos de la bavardeuse. C'est une meuf que j'apprécie beaucoup. Je crois qu'elle est étudiante en droit et du coup elle assiste à pas mal de procès. Et elle a fait vraiment des vidéos super intéressantes sur le sujet. Genre elle en a fait une, je crois, il y a pas longtemps sur l'affaire Naps. Donc là, elle revient sur toute la violence qu'a vécu la meuf qui a... ouais, c'est ça. La grande bavardeuse. Cette vidéo-là, sur elle revient sur toute l'affaire de comment est-ce que la meuf qui accuse justement Naps, en fait, le procès, c'était juste de la pure violence. En fait, le procès de Naps, c'était le procès de la meuf. Très clairement. Et c'est tout le temps ça, tu vois. Donc, vous voyez maintenant qu'on a un problème avec la justice institutionnelle. Vous voyez qu'il y a aussi un problème avec le El Famoso tribunal populaire. Vous posez des questions sur comment faire les choses mieux. Bah, posez-vous la question de comment faire les choses mieux à votre échelle, parce que en vrai, c'est surtout là où vous avez du pouvoir, c'est surtout là où vous avez de l'agentivité. Et est-ce que vous avez de l'agentivité, justement, dans votre collectif militant? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de, est-ce que... Et c'est vrai, d'ailleurs, au passage, là, je parle de collectif militant, mais c'est vrai dans toutes les structures. Je vous ai parlé de la famille tout à l'heure. La question, c'est la même. Est-ce qu'au sein de votre famille, si, genre, il y a une petite cousine qui accuse, je sais pas, votre père... Est-ce que des gens vont la croire? Est-ce que des gens vont l'écouter? C'est un premier pas.
vers créer des collectifs dans lesquels justement c'est moins un enfer pour les victimes. Posez-vous les questions structurelles. Genre, est-ce que vous devez retenir des affaires de VSS et des affaires de violences sexistes et sexuelles qui sont publiques et tout, bah, c'est que déjà, vous, votre pouvoir et votre agentivité politique par rapport à ces gens-là, en fait, elle est assez mineure. C'est quand même la conclusion de la vidéo à la fin. Et c'est un peu la mienne aussi. Donc, posez-vous la question structurellement. Et la question structurellement, ça ne peut pas être « il faut éduquer les hommes parce qu'une fois qu'ils seront éduqués, le féminisme sera réglé. » C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Déjà, ça veut dire remettre l'agentivité politique du féminisme entre les mains des hommes, ce qui est un peu une connerie. Et ça peut pas être votre conclusion. Votre conclusion, ça peut pas être « il faut éduquer les hommes » en fait. Déjà parce qu'il faut aussi éduquer les femmes. Premier degré. Man Art Trash, ok, mais Woman Art Trash a beaucoup de moments aussi quand même. Et ça, quand on est une femme trans, on le voit quand même très très fort. Et donc, voilà, moi, ça reste ça ma conclusion. Et c'est pour ça que ça m'énerve quand je regarde une vidéo sur la cancel culture et où à la fin, bah, ça se mord la queue et ça finit par faire surtout ça se finit par faire. Moi, c'est ça qui m'énerve, parce que ça fait une espèce de vidéo en mode en même temps. Le en même temps macroniste. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, voilà, je pense que si je devais résumer mon problème avec la vidéo de Adam Bros, c'est que c'est vraiment le en même temps macroniste. C'est en même temps, je dis que je crois à les victimes moralement, mais je propose aucune solution structurelle et rien qui va changer quoi que ce soit concrètement dans la vie de personne. Et je ne parle surtout pas de féminisme. Surtout pas. Ça, ce serait dommage. Attention, hein. Même le libéral, ils en parlent pas. Il y a le plus accessible pourtant. Et donc ça va être ça ma conclusion, hein, perso. C'est que il va falloir réfléchir plus que ça. Il va falloir sortir du simple cadre de réflexion de est-ce que c'est moral ou pas de consommer telle ou telle œuvre et de ne parler que de ça. Surtout de ne parler que de ça. De penser être une féministe conséquente ou conséquent quand tu te contentes d'avoir juste une opinion sur est-ce qu'il faut boycotter les choses ou pas. Hein. Et ça, c'est vrai, y compris dans toutes les affaires dont j'ai parlé. Moi, je le fais pas toujours très bien. Je reconnais. Parce que bah, c'est toujours un travail qui est en cours, hein, tout le monde. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Quand je parle des affaires de violence sur cette chaîne, qu'il s'agisse de Norman, qu'il s'agisse de l'affaire autour de Femtogo, ou qu'il s'agisse par exemple de l'affaire avec Antoine Daniel, ou même de l'affaire avec Zawa Prod, ce dont je vous parle à chaque fois, c'est justement de ça. C'est de cette question, structurellement, qu'est-ce qui a été mis en lumière par ce truc-là, et est-ce que vous, dans vos structures qui vous appartiennent et dans lesquelles vous avez du contrôle, est-ce que ça peut exister aussi? Et croyez-moi, vous serez surpris du nombre de gens qui sont des gens qui ont allègrement cancel Dany et qui possèdent au sein de leur structure, au sein de leur comment dire, ouais, de leurs organisations politiques, tout ce qu'il faut pour que ces situations-là puissent arriver et se reproduire. Il y en a quand même plein. Et ce qui peut changer ça, désolé, mais c'est de la formation politique à un niveau structurel. C'est pas juste la formation individuelle des individus, c'est de mettre en place au sein de nos structures des systèmes de manière à ce que, bah, déjà dans un premier temps, par exemple, les victimes puissent s'exprimer, être crues, et que le chef de votre orga anarchiste sans aucun chef ne puisse pas la turbo-cancel et qu'elle puisse ne plus jamais s'exprimer et doivent Loki déménager, par exemple. C'est des trucs que j'ai déjà vu, moi, par exemple. Je suis grave chaud de montrer Baptiste Tomodachi. Ok, d'accord, pas de soucis, Medo, désolé. Désolé. Oh, de toute façon, on va s'arrêter là. Je commence à tourner en rond. J'ai l'impression d'avoir dit un peu tout ce que j'avais à dire. Mettez en place des systèmes pour gérer les VSS au sein de vos structures. Posez-vous les questions. Et structure, c'est très large. Ça peut être votre groupe de potes. Hein. Genre, est-ce que vous avez déjà réfléchi à si un de vos potes agresse une de vos potes? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est bien de se poser la question. Surtout, encore une fois, par rapport à la victime. Nous, on réfléchit pas. Et c'est aussi bon, encore une fois, je vais en dire encore un, mais mon ultime problème avec cette vidéo, c'est encore une fois ce truc de l'hyper-focus autour de la question de l'agresseur qui est un peu chiante. Genre, moi, je réfléchis surtout les choses vis-à-vis des victimes dans un premier temps. Et
Et merde, j'ai perdu ce que je voulais dire, j'ai lu un message. Est-ce que tu prends en considération le poids de l'individu dans la structure? Je prends le cas de Antoine Daniel, si tu avais suivi les péripéties de son cas. Alors, j'ai pas du tout suivi. J'avoue que j'ai rien suivi à l'histoire avec Antoine Daniel. Pour le coup, je peux pas trop m'en servir comme un exemple. Ça m'a saoulé et j'avoue, j'ai pas regardé. Mais évidemment que genre, il faut être capable de trouver une synthèse entre justement la responsabilité de l'individu et la responsabilité de la structure. Parce que les deux sont en interaction, parce que c'est les individus qui forment aussi la structure. Et normalement, bon, au sein du matérialisme, on a déjà pas mal dépassé cette question-là. Tout simplement, bah, genre, par exemple, tu prends un agresseur, si tu lui demandes effectivement de... Nous, c'est un peu ce qu'on a fait par rapport à mon agresseur au sein de mon groupe d'amis, par exemple. Genre, le fait que lui, en tant qu'individu, on lui a dit qu'on arrêterait de s'occuper de lui et qu'on arrêterait de prendre des pains, enfin, de l'accompagner par rapport au processus transformateur s'il continuait à prendre autant de drogue qu'il en prenait à cette époque-là et à faire carrer le féminisme alors qu'en fait il y connaît rien, bah, on lui a quand même demandé lui en tant qu'individu du coup de faire ces efforts-là. On lui a demandé de faire bellec aux drogues parce qu'il était tout le temps drogué au moment où il agressait des gens. Donc c'était un premier truc sur lequel il fallait travailler pour commencer à pouvoir lui faire confiance. Et il a fallu aussi lui mettre quelques bons bouquins entre les mains. Mais c'est qu'une partie du délire. Et il faut que ça soit pensé collectivement. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a décidé de faire ça. C'est aussi nous derrière qui avons eu une réflexion collectivement autour de ce que lui doit faire en tant qu'individu. C'est aussi là où je vous dis qu'il ne faut pas tomber dans une pensée purement structurelle, abstraite, qui oublie l'individu, tout comme il ne faut pas tomber dans une pensée strictement individualiste qui néglige toutes les structures. On a des synthèses, on pense les deux en interaction les uns dans les autres quand on est matérialiste. Il faut garder ça en tête. On n'est jamais pour parler d'un strict truc structurel ou d'un strict truc individuel. Moi, j'insiste beaucoup sur la structure parce que c'est elle qui est systématiquement ignorée. Souvent quand on parle, surtout dans des questions un petit peu normies, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je réinsiste pour qu'on réengage la structure. Mais la structure, elle est censée aussi être là pour engager derrière les individus dans une certaine discipline, dans des trucs qu'on attend de eux, qui peuvent parfois échouer, qui peuvent parfois réussir. Mais le justice transformateur, il passe aussi par cette question justement de... oui, le parcours de certains individus. Je veux dire, on pense la victime comme un individu, on pense l'agresseur comme un individu, mais on pense aussi l'ensemble de cette structure qui est composée par l'individu, par l'agresseur, la victime, et tout le reste qui constitue la structure. Et tu dois penser ces trois trucs-là en interaction parce qu'ils interagissent. Genre, quand je vous explique que les footballeurs, ils seront jamais inquiétés quand ils font des viols, c'est parce que justement, toute leur structure va les protéger et va s'organiser pour les protéger. C'est à la fois eux en tant qu'individus qui sont protégés et qui pourront jamais faire de progrès, et la victime qui, dans son individualité, ne pourra jamais connaître la justice et ne pourra jamais connaître la justice. Et en même temps, c'est une structure qui permet ça, qui permet ce truc-là au niveau des individus. J'ai une question sur mon con. Bah non, mais c'est le moment de poser des questions, justement, les gens. J'ai une question sur mon con, mais concrètement, quel genre de système mis en place est-ce que nommer les individus ayant traité de ce genre de cas en tant que référent indépendant, toutes les questions des chefs, par exemple. Alors moi, je vais pas vous faire la formation, là, aujourd'hui, sur ce que vous devriez mettre en place au sein de vos orgas et au sein de vos structures pour permettre ce genre de choses. Il y a des gens très bien qui font ça, encore une fois, il y a des orgas qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent former les cadres de politique de vos orgas ou les gens qui sont les plus investis dans ces histoires-là pour mettre en place justement ce genre de truc. Nous, par exemple, on parle pas mal de justice transformatrice. C'est pas un truc qui s'improvise, la justice transformatrice. Et d'ailleurs, c'est un peu le gros problème qu'il y a aujourd'hui au sein des collectifs, c'est que beaucoup de gens improvisent une médiation qui au final n'a absolument rien d'une médiation telle qu'on devrait l'entendre, et que du coup ça finit par souvent provoquer pas mal de violence pour la victime, entre autres de faire des pseudo-médiations. Moi j'appelle ça des pseudo-médiations. Et par exemple, voilà, mettre en place des vrais protocoles de justice transformatrice, ça me semble être une énorme base. Mettre en place des vrais protocoles qui permettent de faire remonter des témoignages, ça me semble être la base. Et surtout, quelqu'un le dit très bien dans le chat, il n'y a pas un seul exemple à suivre. Il y a plein d'exemples. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai à tous les niveaux. Genre, regardez, par exemple, nous, sur notre serveur de Troons, de LGBT, de Egg, de Lesbos et de gros malades, il n'y a pas besoin de mettre en place des systèmes, par exemple, de non-mixité. Au contraire, ce serait de la violence.
qui potentiellement en plus permettrait à des chasers, qui permettrait à des agresseurs et à des prédateurs de tenter de flag justement des personnes, etc. Ce serait un problème. Sur, je sais pas moi, un Discord qui est le Discord d'un mec où sa communauté est en écrasante partie des hommes et ça crée un climat qui empêche aux femmes de s'exprimer, bah dans ces espaces-là, oui, des espaces de non-mixité deviennent nécessaires. Parce que précisément, c'est des putains de boys clubs, c'est des endroits où il y a déjà beaucoup trop d'hommes. Donc, quand c'est ça, pour avoir un vrai rapport de force concret, il faut des espaces en non-mixité. Il n'y a pas, il y a pas ce truc de tout le monde devrait faire ça. Il y a une seule façon de faire et c'est la meilleure. Donc, je ne peux pas vous répondre sur, de manière générale, ce que vous devriez faire. C'est là où est la complexité. Je reviens encore sur ma take de où se trouve la complexité à proprement parler. La complexité, elle n'est pas dans comment est-ce qu'on juge le narratif d'une personne. La complexité, elle n'est pas dans est-ce qu'on prend en compte le fait que l'agresseur, il ait perdu son chien avant d'agresser la personne et qu'en fait, ça rend la chose beaucoup plus complexe parce qu'en fait, ne serait-il pas finalement le produit de son environnement? C'est pas ça, c'est pas là qu'est la complexité. La complexité, elle est dans ce que je vous raconte depuis tout à l'heure sur ces protocoles, sur ces structures, sur les choses à mettre en place d'un point de vue structurel pour justement que les individus souffrent moins de ces situations de violence. Parce que, en vrai de vrai, et ça reste ma take finale, la violence, a fortiori sexuelle, existe. Et on peut pas la détruire. Par contre, il faut qu'on soit capable de la gérer. Il faut qu'on soit capable de la minimiser au maximum. Et c'est comme ça qu'on devrait réfléchir les choses, de manière concrète, pas de manière morale. Faut faire gaffe à les espaces de gauche où les mecs se disent on est de gauche donc on est safe. Bah c'est bien ce que je dis justement. Moi j'ai un problème contre ces espaces où t'as plein de gauchistes qui pensent être safe alors qu'ils sont tous entre hommes et que du coup ils voient pas la nécessité de mettre en place par exemple un truc de non-mixité ou de mettre en place par exemple des trucs assez carrés de prise de parole pour laisser les femmes s'exprimer. Parce qu'ils pensent être safe parce qu'ils sont formés politiquement. Au final ils pensent comme les dernières des féministes libérales qui pensent que c'est l'éducation des hommes qui suffit à faire disparaître la violence. Hein. C'est complètement... Un safe place n'existe pas exactement. Par contre, la notion de safe space peut être utile. Encore une fois, admettons dans certaines situations, par exemple de handicap, de neuroatypie, en fait, d'avoir un safe space où on met en place des règles pour que des personnes, par exemple bipolaires, puissent s'exprimer correctement sans se retrouver détruites, sans se retrouver ostracisées, sans se retrouver insultées, ça peut être important. Encore une fois, c'est là qu'est la complexité. Faut pas juste se dire, il y a une façon de faire et c'est tout et c'est bien. Et du coup, voilà, en fait, il faut juste faire des safe places partout et, et la question sera réglée. C'est pareil pour les autres groupes, c'est idem chez les queers. C'est un safe space jusqu'à ce que tu sois arabe ou handicapé, par exemple. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vite fait safe, hein. Franchement, c'est safe quand ça les arrange. Et puis surtout, c'est safe. C'est comme pour beaucoup d'endroits. C'est safe pour la majorité. À savoir, dans les espaces queer, souvent des personnes LGBT blanches. Donc ça le devient beaucoup moins dès que t'es racisé. Et ça, c'est un problème. Enfin bref, ça pour en revenir, d'ailleurs, au passage, tous ces sujets-là, au passage, si vous voulez le prendre sur un aspect un peu plus gros cerveau, grosse réflexion, en vrai de vrai, c'est un peu aussi ce qu'il y a au cœur du sujet de ma vidéo sur le fait de se débarrasser des chefs. La vidéo où j'ai une miniature stylée, là où j'ai une couronne et où on m'a tranché la gorge. Qui est celle sur l'article de Lizzie. En vrai de vrai, c'est un peu aussi de ce genre de sujet dont je parle à ce moment-là. Si vous voulez le prendre sur un angle plus anard, théorique, pensée structurelle, avec des jolis mots. Sauf que ça dépasse encore plus cette question-là. C'est beaucoup. L'article est très gros cerveau. Ouais. Même si encore une fois, ça dépasse la simple question des VS. Pour le coup, l'article n'en parle même pas. C'est juste que il y a une même analyse, il y a une même continuité entre ce que je racontais à ce moment-là et ce que je raconte maintenant. Je peux combien de fois le genre déjà suppose. Bon bref, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un a des questions même bêtes? Les gens, c'est votre moment. Je vais chercher un truc à grignoter, attendez. Donc on me demande dans le chat, est-ce que j'ai des exemples de justice transformatrice qui tiennent la route? Alors la vérité, c'est ce que je raconte, c'est un peu toute une des grandes problématiques de cette question-là. C'est que souvent, les questions de justice transformatrice qui se passent bien, etc., elles restent privées. Parce que justement, c'est ce que j'expliquais aussi en tout début de capsule, le fait que l'histoire devienne publique, souvent empêche le processus de justice transformatrice. Et les autres cas dont je pourrais parler sont des cas où les victimes n'auraient pas envie que j'en parle. Donc, je peux utiliser mon propre cas. Pour le coup, comme exemple,
Parce que, moi j'ai appris beaucoup de choses aussi par rapport à ça. Je voulais déjà raconter, j'ai déjà beaucoup parlé de cette histoire, et elle me sert, malheureusement, hein, parce que j'aurais préféré ne pas vivre ça, mais elle me sert d'exemple par rapport à la question de la justice. Moi, genre, il y a un de mes meilleurs amis qui a essayé de m'agresser, enfin de me violer, il y a un peu plus d'un an, ouais, c'est ça, un peu plus d'un an, 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. Et sur le coup, ça a été un enfer absolu à vivre. Surtout qu'il a recommencé auprès d'une autre personne, genre 2 semaines après. Donc, situation hyper compliquée. Situation hyper compliquée. Et pourtant, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que tout mon entourage était grave woke. Enfin, c'est des gens qui sont, pour qui c'est grave, grave, grave important ce genre de questions-là. Et sur le coup, on a essayé d'avoir un suivi avec ce gars-là. Ça n'a pas marché au début. Puis on a continué. On a continué, on n'a pas abandonné, on n'a pas baissé les bras. On a dû le laisser, on a dû quand même l'abandonner pendant genre des mois, avant de recommencer à lui tendre une main et de se poser des questions et de voir dans quel sens on allait aller. On s'est posé la question de, justement, moi en tant que victime, c'était quoi mes attentes, c'était quoi mes besoins, c'était quoi ce que j'attendais de ce processus-là, tu vois. Et moi, en tant que tel, ce que j'avais perdu à ce moment-là, c'était déjà mon sommeil et une bonne partie de ma santé mentale, parce que je suis toujours bien, bien traumatisé, et ça, pour le coup, personne ne pourra rien y faire, même si, en vrai de vrai, j'aurais bien aimé quand même qu'on m'aide un petit peu à avoir un suivi psy par rapport à ça, ce qui n'a pas très bien été géré dans ma situation, mais bref, c'est pas très grave. Maintenant, j'ai un psy et tout va bien, tout va mieux. Et c'était de pas perdre mon pote. Parce que moi, genre, si je réfléchissais les choses à tête reposée, j'avais ce truc de, en fait, là, j'ai juste perdu un ami parce que c'est une grosse merde. Comment est-ce que je fais pour ne pas perdre mon pote? Comment est-ce que je fais pour ne pas... Parce que, moi, j'y tiens à mon tissu social. Surtout, il est assez critique maintenant que je suis cette meuf trans sur Internet, un peu connue et tout. Enfin, j'y tiens. Et donc, la question que s'est posée, c'était ma volonté de réintégrer la personne dans le groupe d'amis. Et donc, on a réfléchi la justice dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je peux le dire, le travail, il est quasi complètement fait. Ça a été très long, ça a été des réunions de médiation, ça a été des réunions de machin, genre quasi tous les mois, parfois toutes les 2 semaines. Ça a été beaucoup de trucs à gérer, de machin, de trucs où moi, malheureusement, j'en ai trop fait parce que j'étais la plus formée au début. Du coup, c'est moi qui ai encadré le truc à la base, mais j'ai pu ensuite laisser un petit peu d'autres gens que moi gérer ce truc-là à proprement parler, et c'était plutôt cool. Donc il y avait quand même des problèmes par rapport à ça, mais tu vois, je peux le dire aujourd'hui, genre, c'est redevenu mon pote. C'est redevenu mon pote. On a maté tout The Edge Knight ensemble, là, la série de Game of Thrones, pas plus tard que le mois dernier. En ce moment, on est en train de regarder The Boys. On ressort maintenant, on arrive même maintenant à ressortir genre dans des espaces festifs dans lesquels ils boivent un peu, on fume, etc. Et où ça se passe bien. Pubed, ah bah attendez, je mets sur pause. Et donc, est-ce que je pourrais vous apprendre, vous donner des outils? J'y pense de plus en plus à, comment dire, à aller me renseigner auprès de collectifs qui font de la justice transformatrice pour vous proposer une espèce de vidéo de vulgarisation de la formation. Parce que potentiellement ça pourrait être intéressant, mais encore une fois, moi je peux pas vous donner des conseils généraux sur ce que vous devriez faire ou sur comment mettre en place, par exemple, oui, ce genre de choses entre vous, dans vos groupes de potes et tout, parce que nous on l'a fait quand même mine de rien à l'arrache. J'ai surtout eu beaucoup de chance. Et je suis là, je me sentirais pas de vous dire, venez, on fait une formation là tout de suite aujourd'hui de justice transformatrice auprès de tout le monde. Non, je veux faire ça un peu sérieusement, un peu bien, mais c'est vrai que ce serait quelque chose d'intéressant pour l'avenir. Quelque chose que j'aimerais bien proposer sur la plateforme. Genre, comment est-ce que, par exemple, on peut structurer un comité de médiation? Avec quelles sont les prérogatives, les limites, tout en gardant en tête que c'est de la théorie qui n'est jamais terminée. C'est-à-dire qu'il y a aucun absolu dans ce genre de choses, tu vois. Alors, quelqu'un qui dit un truc que je trouve un peu intéressant dans le chat, c'est quand même étonnant de vouloir rester pote avec son agresseur. Je sais pas si t'as déjà beaucoup parlé avec des victimes d'agression, mais on est souvent agressé par des gens qu'on aime, parce que c'est eux qui ont le plus d'opportunités de le faire. Et la vérité, qui est une vérité tragique, c'est que c'est assez rare d'arrêter de les aimer à partir de là, quand bien même ils nous ont agressés. Et donc, à partir de là, y a plein de gens qui ne veulent pas, justement, cancel leurs agresseurs. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles plein de gens portent pas plainte, tu vois. Genre, parce que parfois, t'as pas envie
genre, c'est la même dans les familles. Bah ouais, souvent dans les familles, c'est un des mécaniques, c'est une des dynamiques qui est importante dans tout ce que je raconte. C'est le fait que, bah, hyper souvent, l'agresseur est un proche. Et quand t'es une victime, t'es souvent face à des sentiments très, très, très contradictoires par rapport à ça. Entre eux, justement, l'amour que tu ressens, la déception, ce genre de choses, quoi. Pour ton cas, il a changé depuis, bah, c'est ce que je vous racontais. Genre, en fait, l'objectif, c'était de pouvoir rester pote avec lui. Pour ça, il fallait que lui-même, il travaille et qu'il mette en place les conditions pour qu'on puisse à nouveau commencer à lui faire confiance. C'est ce qu'on a fait. Je vais pas rentrer dans le détail tout le monde, j'ai la flemme. Et aujourd'hui, c'est quasiment un travail terminé. Il y a évidemment encore du travail à faire. Parce que bah, il y a des gens qui connaissaient l'histoire de loin, qui n'ont pas l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui, qui pensent toujours qu'il est ostracisé, alors que plus du tout. Il faudrait expliquer certains trucs à certaines personnes. C'est un travail qui est encore en cours, tu vois. Mais moi, à mon échelle, en tant que victime, je dois bien reconnaître que je suis satisfaite de ça. Genre, est-ce que c'est possible qu'il redevienne un bon ami? C'est un bon ami. C'est même un très bon ami. Vous vous rappelez quand quand j'ai fini aux urgences la semaine dernière? Bon, bah, qui c'est qui m'y a emmené à votre avis? Qui c'est qui a été là pour moi instantanément? C'est un de mes meilleurs amis, hein. Il se plierait en 8000 pour moi. Genre, il soulèverait des montagnes si c'était possible. C'est plutôt un bon ami. C'est même possible de se remettre en couple avec des fois. Ouais. Et du coup, c'est pas en contradiction avec ta take de tu fais du féminisme en devenant juste meilleur. La justice transformatrice, c'est pas du dev perso. Je vous ai dit que je rentrerai pas dans les détails de ce qu'on a fait concrètement d'un point de vue de la structure de notre groupe d'amis aussi. Donc non, les gens, c'est pas du dev perso. Genre, on n'a pas juste été voir mon agresseur en lui disant c'est bien, t'as bien travaillé, t'as mis des lunettes et t'as lu des livres sur le féminisme. Genre, on s'est pas contenté de ça. Genre, c'est ce que je vous dis depuis le début, il y a une dimension structurelle et une dimension individuelle. Les deux sont en corrélation l'une avec l'autre. Donc évidemment, il a fait des trucs lui en tant qu'individu. D'autres gens dans le groupe ont aussi fait des trucs genre en tant qu'individu au nom de la structure, au nom du collectif. Et aujourd'hui, on a pu aller de l'avant. Donc je vois pas en quoi ça rentre en contradiction. Genre, le fait que j'explique que j'ai réussi, enfin qu'on a réussi, et j'en suis plutôt fier, un processus de justice transformatrice qu'on a réussi à mener jusqu'au bout. Euh, et je vois pas en quoi expliquer ça viendrait contredire le fait que c'est bien la justice transformatrice et que c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas en quoi ça rentre en contradiction. Justement, au contraire. Le fait de juste couper les ponts, c'est vraiment une solution un peu nucléaire, d'autant plus pour les personnes aussi vulnérables que nous. Faut pas reconstruire un cercle en deux. Bah oui, il y a beaucoup de ça aussi. Genre, faut comprendre que parfois, le couper radicalement et les ponts avec quelqu'un, ça peut aussi être plus violent pour toi que pour lui, hein. Après, pour les gens qui souhaitent ne plus interagir avec la personne, écoutez, vous vous rappelez le moment où je vous ai dit que c'était ce que moi je voulais? Genre, je suis pas du tout en train de faire une généralité de mon cas. Genre, vraiment, je mets en place là depuis tout à l'heure 10 000 justement trucs pour vous expliquer qu'il n'y a pas d'universalité par rapport à ce que veut une victime face à son agresseur. Là, je vous ai dit que tout ça, je l'ai fait parce que c'était mon désir. Et que c'était aussi son désir à lui. Et que c'était le désir de tout le monde. Mais que c'est avant tout moi, ma décision, mon besoin qui a été respecté. Et c'est pour ça que je considère que c'est un processus réussi. Parce que, bah, moi, en tant que victime, à la fin, j'ai l'impression que justice a été rendue. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est assez juste. Beaucoup plus que si on l'avait simplement viré du groupe et qu'il en aurait trouvé un autre 2 mois plus tard dans une autre ville et qu'il aurait probablement recommencé à faire de la merde avec les meufs. Je trouve que c'est une bien meilleure conclusion. Comment évaluer en place définitive de la réparation? Comment évaluer le c'est bon, il a compris et recommencer à lui faire confiance? Bah, en fait, déjà de base, il faut comprendre que normalement, quand tu es un peu formé justement par rapport aux questions de VSS, tu fais un peu confiance à personne. Enfin, moi, ce que ça m'a appris de me faire agresser par un de mes meilleurs amis, c'est que en fait, la confiance, je l'ai un peu plus avec personne, mais un peu aussi avec tout le monde. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Genre, je pars jamais du principe qu'une personne elle est 100% safe. Ça n'arrive pas. Genre, et déjà, c'est un truc qui a changé dans ma façon. Ensuite, sur la question de l'excuse, moi, ça, j'ai déjà été très clair avec lui et avec d'autres amis. Je ne lui pardonnerai jamais. Ça ne changera pas. Je lui en voudrai toute ma vie. Ça m'empêchera pas d'être pote avec lui. Tout comme j'en voudrais toute ma vie pour certains trucs, je sais pas moi, par rapport à mon père. Et pourtant, je l'aime toujours autant. Et je lui en voudrais toute ma vie pour certains trucs. Ça changera pas, tu vois.
Donc la question de genre est-ce que je lui pardonne ou quoi que ce soit, je me la pose pas. Parce que non, c'est pas la question. Je peux encore être ami avec des gens qui m'ont fait du mal, sinon en fait j'aurais juste pas d'amis. Euh, Et ensuite pour la question finale de la réparation, bah écoute, moi du coup ce que j'avais posé dans ma situation personnelle, qui encore une fois me concerne moi, c'était que ce qui avait été abîmé, ce qui avait été cassé, c'était ma relation amicale avec ce gars-là et mes traumatismes. Est-ce que la question de l'amitié, elle est résolue? Ça va vraiment beaucoup mieux, ça va de mieux en mieux, et je pense qu'on va finir par vraiment redevenir de très bons amis. Ce qui commence vraiment déjà à être le cas. La question du traumatisme est plus compliquée. Et pour le coup, c'est à la fois lié aux questions de ce que je vous disais tout à l'heure, où en fait le suivi que moi j'ai eu en tant que victime pour m'aider à m'en remettre, il n'a pas été tout à fait là. Et surtout que j'ai revécu de la violence sexuelle avec d'autres gens, dans d'autres relations, qui font que, avec des trucs qui en plus reproduisaient cette même situation qui m'était déjà arrivée. Donc ça, pour réparer un traumatisme, c'est le pire. Là, par contre, pour le coup, on peut dire que mon traumatisme, il s'est juste empiré avec le temps. Donc on pourrait jauger comme ça la réparation, la justice, etc. par rapport justement à la victime, parce que elle voulait, c'était quoi les objectifs de... Et ensuite, regardez, est-ce qu'ils ont été atteints? Bah, il y a la moitié de l'objectif qui a un peu été atteinte, à savoir mon groupe de potes a pas volé en éclats complètement, même si ça a été compliqué à des moments. Et, et moi, mon trauma, est-ce que je m'en suis remise? Pas du tout. La réponse est pas du tout. Donc en fait, j'ai un sentiment de justice, mais j'ai pas le sentiment non plus que c'est parfait et que tout a été parfaitement géré, et que tout va bien. Après, c'est pas seulement un choix de réfléchir à réintégrer les agresseurs. S'il vous plaît, genre, en vrai de vrai, je réinsiste là-dessus. Je parle d'une situation qui me concerne dans ce que moi je voulais, dans mon contexte, de ma situation. Je ne suis pas en train de parler de réintégrer les agresseurs et j'aimerais, s'il vous plaît, parce que c'est un peu violent pour moi, qu'on arrête d'utiliser cette histoire où déjà c'est pas évident de me confier par rapport à ça, pour tenter justement de se poser la question en généralité. J'ai pas envie qu'on se serve de mon histoire et de mon vécu pour justifier que d'autres personnes devraient être réintégrées ou que des personnes devraient ne pas l'être. Genre, c'est un peu violent pour moi et faites bellec à ça. Genre, je sais que vous pensez vraiment pas à mal ou quoi que ce soit. Grosse force à vous, je vous le dis. On n'est pas en train là de poser la question justement de est-ce qu'on réintègre ou pas les gens, est-ce que c'est possible de réparer dans toutes les situations. Là, je vous parle de ma situation à moi. Je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Et ce que je vous expliquais justement, c'est qu'elle était là aussi, la complexité, quoi. Oula, pardon. Donc n'essayez pas d'utiliser ce que je vous raconte là autour de ma situation pour en faire des généralités sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Le seul truc que vous pouvez en tirer, c'est que ce que j'ai fait, c'est un processus transformateur. Et ensuite, tous les processus transformateurs, tous les processus de justice alternative seront différents, spécifiques et prendront en compte la complexité de la situation, du contexte social, des rapports de force entre les individus, des besoins et désirs de la victime, et des besoins aussi et désirs de l'agresseur, aussi bizarre que ça puisse vous paraître. C'est des choses qui sont à prendre en compte au sein de la justice transformatrice. Voilà. Tout ça pour répondre à la question de est-ce que ça existe un processus qui réussit? Oui. Et souvent, c'est ceux dont vous n'entendrez jamais parler. Pour de très bonnes raisons, justement. Parce qu'en fait, ne serait-ce que d'en parler pourrait mettre en danger le fait que ça s'est bien terminé, entre autres. Donc oui, ça existe. Ça existe. Et là, je vous renvoie encore une fois vers toutes les capsules que j'ai faites autour de ces questions-là, du fait que bah, moi, j'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et justement, en plus, maintenant que je vous ai raconté beaucoup plus aussi en profondeur mon vécu, est-ce que vous comprenez pourquoi ça m'énerve quand des gens viennent tenir un discours qui disent on sait pas comment faire, personne ne réussit jamais, c'est une pensée qui est pas du tout aboutie, merci beaucoup. C'est une pensée qui n'est pas du tout aboutie, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'outils, on n'a pas d'exemples. Bah niquez vos mères, on en a plein, j'en suis un d'exemples vivants en fait. Donc ouais, moi ça me met pas mal hors de moi. Et du coup, bah, je fais des capsules dessus, entre autres. Tout ça pour dire. Désolé, j'ai l'impression qu'on est un peu parti dans tous les sens à la fin. J'espère que c'est quand même clair par rapport à ce que j'essaie de raconter. On s'est un peu éloigné du sujet du cancel, mais en même temps, moi, vous savez que je ne peux pas répondre à cette question sans vous faire
un tunnel sur la justice transformatrice. J'en suis incapable. C'est trop lié. C'est trop lié. C'est un peu comme le capitalisme et le racisme. C'est bizarre de parler de l'un sans l'autre, je trouve. Bref, ça pour dire, on va conclure là-dessus. Gros bisous YouTube. J'espère que ça va, après tout ce qu'on a parlé aujourd'hui et de tous ces trucs-là. Gros bisous. Moi, je vais essayer de m'en tenir à ce que je vous ai raconté, hein, essayer de vous faire du contenu là-dessus et tout par rapport à ça. N'hésite pas à venir t'abonner, me follow sur Twitch, tous les trucs. Viens nous voir. On est déjà entre 200 et 300 en stream. On peut atteindre des sommets sur cette chaîne, j'en suis sûr. Le potentiel est énorme. Viens nous rejoindre. Viens ici. Viens là que je t'attrape. C'était super. Oui, et puis en plus de ça, tu rates tous les DJ sets. Tu rates toutes les introductions qui sont pour moi un peu les meilleurs moments. Genre mes moments préférés de stream, moi, c'est l'intro et la conclusion. Donc viens là pour poser tes questions, parce que je vais pas répondre à tes commentaires. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions sur YouTube là, et que jamais je vous réponds, parce que jamais je réponds aux commentaires YouTube. Donc venez là. Allez, kiss. Watch me